Il y a des soirées qui ressemblent à toutes les autres. La même table, les mêmes bougies, le même parfum de cuisine qui flotte dans le couloir, mais qui portent en elles tout ce qui peut arriver à un être humain d'un seul coup. La beauté et la douleur, l'espoir et la déception. Un sourire qui se fige sur le visage au moment où l'on comprend que tout a basculé, sans que l'on ait rien fait de mal. Cette histoire parle d'une de ces soirées, d'une femme qui a consacré toute sa vie aux autres, et qui, une nuit devant une table nappée de blanc et ornée de fleurs, a enfin levé les yeux sur elle-même pour voir tout son univers s'effondrer. Elle parle de 3 femmes du même sang, de mondes différents, et d'un amour qui ne demande de permission ni à l'âge ni aux circonstances. Avant de plonger ensemble dans ce récit plein de secrets, de rebondissements inattendus et de moments qui vous embrumeront les yeux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car nous apportons chaque jour de nouvelles histoires qui laissent une trace bien après le dernier mot. Dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Nous aimons savoir jusqu'où voyagent ces émotions. Et laissez un j'aime, car chaque clic nous dit que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Maintenant, installez-vous et restez. Cette histoire ne vous laissera pas partir. Sylvie Beaumont avait l'habitude d'arriver la première à chaque événement important de sa vie. Pas par nervosité, mais par besoin de contrôle. En entrant dans une pièce avant les autres, elle pouvait choisir l'angle d'où elle observerait, ajuster l'éclairage qui la gênait, replacer les chaises si elles étaient mal alignées. 52 années lui avaient appris que la préparation est la seule forme de paix que l'on puisse planifier. Tout le reste arrivait de soi-même, sans prévenir et sans pitié. Ce soir-là, elle arriva 20 minutes en avance au restaurant La Porte d'Or, situé au rez-de-chaussée d'une ancienne villa bourgeoise, à la lisière de la zone piétonne d'Annecy. Le restaurant n'était pas son choix, c'était celui de Julien. Il l'avait recommandé avec cette assurance tranquille qu'il affichait pour tout ce qui touchait à la gastronomie, comme si les restaurants étaient des êtres vivants qu'il fallait connaître de l'intérieur avant de franchir leur seuil. Sylvie s'était alors dit que c'était à la fois amusant et irrésistiblement séduisant. Un homme qui voyait dans un restaurant autre chose qu'un simple lieu où l'on se nourrit. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, commanda une eau minérale et tenta de calmer ses mains qui, sans raison apparente, tremblaient légèrement sous la nappe. Elle n'était pas nerveuse à cause du dîner. Elle l'était à cause de ce que ce repas représentait. La première véritable rencontre entre Julien et ses filles, la première occasion pour les 2 pans de sa vie de se regarder dans les yeux et de décider s'ils vivraient l'un à côté de l'autre ou l'un contre l'autre. Mathilde arriva exactement à l'heure, comme toujours. Elle entra dans le restaurant avec cette démarche droite qu'elle adoptait dans chaque lieu où elle se sentait obligée d'être quelqu'un, les épaules d'équerre, le sac à main posé sur l'avant-bras, le regard pesant tout en une seconde. Sylvie l'aimait pour cette précision, mais elle la plaignait aussi parfois. Mathilde mettait dans chaque chose un ordre qui demandait beaucoup d'énergie et laissait peu de place à la joie. Elles s'embrassèrent sur les joues, s'assirent. Mathilde posa son sac sur la chaise voisine et ouvrait déjà la bouche pour dire un mot sur le trafic sur la route de Chambéry, quand Léa fit irruption. Dire que Léa entra dans le restaurant serait une formulation inexacte. Léa n'entrait jamais. Elle arrivait comme une bise qui change la pression de la pièce dès qu'elle franchit le seuil. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent, son sac photo en bandoulière sur la poitrine, et son visage portait une expression que Sylvie reconnut immédiatement. Celle d'une fille qui a accepté de venir, mais qui n'a pas accepté d'être heureuse d'être là. 5 minutes de retard, lança-t-elle en guise de salut, posant son sac au sol avec un bruit qui attira le regard du serveur. Seulement 5 ? Je dirais que tu as battu un record. Mathilde prononça ces mots sans sourire, mais sans méchanceté. Léa se laissa tomber sur sa chaise, retira son bonnet et regarda sa mère avec ce mélange de tendresse et de résistance qui faisait d'elle un cadeau complexe. Sylvie lui sourit, tendit la main et lui serra les doigts. « Je suis contente que tu sois là. »« Je suis là, » répliqua Léa, et pour elle, c'était déjà beaucoup dire. Le restaurant se remplissait doucement. C'était un jeudi soir, et Annecy avait cette habitude de s'animer le jeudi d'une manière que les autres jours de la semaine n'égalaient pas. Les tables se remplissaient de couples, de familles, de dames élégantes venant en groupe commander du vin avec l'assurance d'une longue expérience des bonnes choses de la vie. Sylvie enregistrait tout cela du coin de l'œil, tandis que son regard principal guettait la porte. Julien Morel entra dans le restaurant à 7h12, un bouquet de roses blanches dans une main et une bouteille de crément de Savoie dans l'autre, acheté, comme il le dirait plus tard, chez un petit vigneron de Seyssel dont personne d'autre à Annecy ne connaissait le nom.
Il était vêtu simplement, un pantalon sombre, une chemise grise, une veste courte en laine souple, et marchait avec cette insouciance calme de l'homme qui sait où il va et qui n'a l'intention de surprendre personne d'autre que lui-même. Sylvie l'aperçut dès son entrée, et quelque chose en elle, quelque chose qu'elle gardait scellé au fond de sa poitrine depuis des années, remua avec chaleur et silence. Il la trouva du regard, sourit de ce sourire qui avait la qualité de la lumière matinale, et se dirigea vers la table. Elle ne vit pas le visage de Léa. Elle ne vit pas l'instant où la couleur quitta les joues de sa plus jeune fille, comme si quelqu'un avait brusquement coupé le courant. Elle ne vit pas les mains de Léa se figer sur le bord de la table, ni ses yeux se rétrécir, ni tout son corps devenir parfaitement immobile en une seconde, tel un animal s'apprêtant soit à frapper, soit à fuir. Elle ne voyait que Julien qui s'avançait vers elle avec les fleurs. Il déposa le bouquet devant elle, se pencha et l'embrassa sur la tempe. Ce geste était si naturel, si serein, que Sylvie pensa que tout irait bien, que c'était précisément la soirée dont elle avait rêvé. 3 femmes et un homme autour d'une table, avec du vin, des mets fins, et ce premier échange prudent de phrases qui, si Dieu le voulait, deviendraient les prémices d'une entente. « Mathilde, voici Julien, Mathilde !» Sylvie fit un geste entre eux avec cette autorité douce que les mères développent au fil des ans. Mathilde tendit la main et esquissa un sourire professionnel qui ne disait rien de négatif, mais rien de particulièrement chaleureux non plus. « Et voici Léa, poursuivit Sylvie en se tournant vers sa cadette. Léa ne dit mot. Sylvie attribua ce silence à sa résistance habituelle envers la nouveauté. Léa était toujours celle qui avait besoin de quelques minutes de plus que les autres pour s'adapter à une situation inconnue. Mais elle observa alors le profil de sa fille et se figea. Léa ne la regardait pas. Léa fixait Julien avec une expression que Sylvie ne parvint pas à interpréter immédiatement, mais qui lui serra le cœur d'une main glacée. Julien, à cet instant, regarda Léa, et sur son visage, quelque chose changea, de façon aussi subtile qu'un battement de paupières, mais Sylvie le vit. Elle le vit et ne comprit pas ce qu'elle voyait. « Léa ?» Elle prononça le prénom comme une question. « Vous vous connaissez ?» Sylvie entendit sa propre voix poser la question. Elle sonnait normalement, mais plus rien en elle n'était normal. « Non » trancha Léa. Ce nom fut prononcé de manière si plate et si nette qu'il devint un mur infranchissable. La serveuse arriva pour prendre la commande et le dîner reprit son cours comme si de rien n'était. On parla du projet de Mathilde pour l'aménagement d'un parc dans le quartier des Marquisas, du nouveau crément que Julien servit avec la légère cérémonie de l'homme qui sait ce qu'il met sur la table, du climat automnal qui était inhabituellement doux cette année pour la Haute-Savoie. Sylvie parlait, écoutait et riait au bon moment, tout en surveillant Léa du coin de l'œil. Léa mangeait peu. Elle buvait lentement. Elle ne regarda pas une seule fois Julien directement, mais Sylvie avait l'impression que chaque regard de Léa passait à travers lui comme pour le découper de l'image. Malgré le calme apparent, une tension régnait dans la pièce, semblable à de l'électricité statique. On ne la voit pas, mais les cheveux se dressent. Entre l'entrée et le plat principal, Mathilde raconta une anecdote sur un client qui exigeait que son allée de jardin soit orientée selon les points cardinaux parce qu'il avait lu un ouvrage sur le feng shui. Julien accueillit l'histoire avec un sourire et une remarque spirituelle qui fit rire Mathilde sincèrement pour la première fois de la soirée. Sylvie le remarqua et commença à se détendre. C'est alors que Léa reposa sa fourchette. Elle ne la lâcha pas. Elle ne la posa pas simplement. Elle la déposa avec une précision contrôlée qui indiquait que le mouvement était prémédité. Elle leva les yeux vers Julien et le fixa droit dans les yeux, pour la première fois depuis qu'elle s'était assise, et articula lentement comme quelqu'un qui pèse chaque mot. « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, Julien. » Le silence à table devint un objet dur et palpable. Sylvie sentit son cœur changer de rythme. Mathilde, elle le perçut par sa vision périphérique, arrêta de porter son verre à ses lèvres. Julien resta calme, mais ce calme n'était pas de la détente. C'était une maîtrise absolue, comme celle d'un homme gardant l'équilibre sur un sol qui se dérobe. « Longtemps, répondit-il sobrement. « Où est-ce que vous vous êtes ?» commença Sylvie. « Calmement. » Léa prononça ce seul mot, mais il contenait tant de choses accumulées, tant de couches de douleur, que Sylvie se tut instantanément. Le dîner continua de s'écouler, mais chaque phrase qui suivit n'était plus ce qu'elle paraissait. Derrière chaque politesse se cachait un sous-texte dont Sylvie n'avait pas la clé. Derrière chaque commentaire neutre de Mathilde se devinait l'attention d'une femme qui évalue. Derrière chaque réponse brève de Léa se lisait la décision d'une femme qui attend. Et derrière chaque sourire détendu de Julien
se devinait la vigilance d'un homme qui s'efforce de finir la soirée en paix. Lorsqu'ils sortirent du restaurant, Sylvie et Julien s'éloignèrent un instant des filles. Il alla chercher son manteau, elle s'arrêta pour acheter un châle qu'elle avait oublié sur sa chaise. Ils se retrouveraient devant, dirent-ils à Mathilde et Léa. Mathilde hocha la tête et se dirigea vers la sortie. Léa resta immobile. Et quand Sylvie passa près de sa fille, Léa lui dit d'une voix basse, presque sans expression, mais avec des yeux brûlants. « Maman, je dois te dire quelque chose. Je dois te le dire tout de suite. Maintenant ?» Sylvie regarda vers le couloir où Julien avait disparu. « Maintenant. Précisément. Maintenant. » Sylvie la regarda et reconnut dans ce regard quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Léa sans aucune couche protectrice, sans ironie, sans appareil photo entre elle et la réalité. Juste une fille, juste cette jeune femme, avec cette tension dans la mâchoire qui apparaissait toujours chez Léa quand elle portait quelque chose de trop lourd toute seule. « Je le connais », lâcha Léa. « Pas d'une fête, pas en passant. Je le connais bien. Nous étions ensemble. » Sylvie entendit ces mots. Elle les entendit chacun séparément. Puis elle les entendit ensemble et les assembla dans la seule phrase qui avait du sens et qui, au même instant, n'en avait absolument aucun. « Quoi ? Nous étions ensemble, maman, pendant 2 ans. Et il m'a trompé. » Sylvie Beaumont avait 52 ans, des mains qui avaient modelé des milliers de visages étrangers, des épaules qui avaient porté des enfants, des emprunts, un divorce, et tout ce qu'il y a entre les deux. C'était une femme qui ne pleurait pas en public et qui ne perdait pas l'équilibre devant une audience. Mais dans le couloir du restaurant La Porte d'Or, entre le vestiaire et le présentoir de dépliants culturels, elle sentit s'effondrer sous ses pieds tout ce qu'elle pensait savoir de la vie qu'elle venait de construire. Elle ne dit rien. Julien sortit du couloir, son manteau sur le bras, il les vit toutes les deux et s'arrêta une seconde. Ce fut un arrêt bref, presque invisible, celui que seule une personne sachant quoi chercher remarquerait. Sylvie le remarqua. Elle comprit alors que ce dîner n'était pas la fin de quelque chose, ni le début de ce qu'elle imaginait. C'était un carrefour dont elle ne savait rien, sinon qu'elle s'y tenait debout, avec des fleurs qui commençaient déjà à se flétrir et un sourire figé sur son visage qui ne lui appartenait plus. Et Anne aussi était silencieuse cette nuit-là, de ce silence propre aux nuits où l'on ne trouve pas le sommeil. Les rues de la vieille ville étaient désertes, et les lumières de la villa scintillaient sous un vent venant du lac, apportant cette odeur froide et indéfinie qui n'appartient à aucune saison mais annonce toujours un changement. Sylvie Beaumont s'installa dans sa voiture, tourna la clé, mais resta longtemps immobile avant de démarrer. Le bouquet de roses blanches gisait sur le siège passager. Leur parfum était fort, persistant, de ceux qui restent même après que les fleurs ont séché, de ceux qui ne demandent pas la permission de demeurer. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait de ce dîner sans conclusion. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait de cet homme qui attendait de l'appeler. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait de Léa, partie sans se retourner, ni de Mathilde, qui avait dit bonne nuit avec le ton d'une femme gardant un secret qu'elle n'avait pas encore décidé de révéler. Elle ne savait qu'une chose, que dans cette vie qu'elle avait bâtie pendant des années, lentement et avec soin, un seul repas avait tout brisé, et qu'elle, Sylvie Beaumont, qui savait tout de la réparation des morceaux des autres, mais rien de la façon de recoller les siens, devrait se lever le lendemain, ouvrir sa clinique et sourire à sa première patiente comme si la nuit avait été ordinaire. Parce que c'est ce qu'elle avait toujours fait. Parce que c'est ce qu'elle connaissait. Parce que tout le reste, tout ce qui, à partir de cette soirée, l'attendait au tournant, était un territoire dont elle n'avait pas encore la carte. Elle démarra enfin. Annecy s'effaça dans son rétroviseur, calme et immobile, ignorant tout de ce qui avait changé cette nuit-là pour une femme qui, à 52 ans, avait pour la première fois de sa vie l'impression de se tenir au seuil de quelque chose qu'elle craignait et désirait tout à la fois. Le matin n'apporta aucune clarté, il n'apporta que la lumière, cette lumière matinale incolore et indifférente qui tombe de la même façon sur les maisons heureuses et les malheureuses, et qui n'a aucune patience pour les affaires non résolues. Sylvie se réveilla avec cette sensation de lourdeur qui reste dans le corps après une nuit de peu de sommeil et de trop de pensées, quand l'esprit tourne en rond autour du même point sans trouver d'issue. Elle se leva à 6h20, s'aspergea le visage d'eau froide plus longtemps que d'habitude et s'observa dans le miroir avec cette attention studieuse qu'elle n'accordait jamais au visage des autres, toujours avec soin, toujours dans le détail, toujours en se demandant ce qu'il fallait corriger. Aujourd'hui, la question était différente.
Aujourd'hui, la question était « Qui es-tu, Sylvie Beaumont, et qu'as-tu fait de ta vie ?» La réponse n'était toujours pas là quand elle arriva à la clinique. L'Institut de beauté Sylvie, un nom qu'elle avait choisi seule, sans consulter personne, avec cette obstination propre aux femmes qui bâtissent quelque chose de personnel et ne veulent cacher aucun autre nom derrière le leur, était situé au rez-de-chaussée d'un immeuble moderne de la rue Royale, à 5 minutes à pied du centre-ville. À travers les grandes baies vitrées, entrait une lumière du nord, celle que Sylvie considérait comme la plus honnête, celle qui ne flatte pas, mais ne punit pas non plus, celle où les choses apparaissent telles qu'elles sont. Sandrine Valois était déjà à l'intérieur quand Sylvie ouvrit la porte. C'était son habitude, arriver 15 minutes plus tôt, occuper l'espace, organiser la journée selon sa propre logique qui parfois s'alignait sur celle de Sylvie et parfois la corrigeait discrètement à la marge. Sandrine était l'associée de la clinique. Son capital investi avait permis l'achat du premier équipement et la rénovation des lieux, et cet équilibre de propriété avait toujours été acceptable jusqu'à ce qu'il commence à créer des frictions. « Bonjour », lança Sandrine sans lever les yeux de la tablette qu'elle tenait. À l'écran défilèrent des rapports financiers et une série de photos de packaging que Sylvie n'avait encore jamais vues. « Qu'est-ce que c'est ?» Sandrine leva les yeux avec cette expression qui précédait toujours chez elle une annonce qu'elle ne comptait pas discuter, mais simplement imposer. « Une nouvelle ligne de produits de soins. J'ai reçu une offre d'un distributeur. Le prix est excellent, la marge est confortable et le packaging fait très sérieux. » Sylvie prit la tablette, regarda les photos, lut les étiquettes. Elle ne reconnut aucun des fabricants. Qui est l'organisme certificateur? C'est en cours de certification, ce qui signifie que ce n'est pas encore certifié. La voix de Sylvie était plate et calme, mais d'une platitude qui signifiait qu'elle ne comptait pas se répéter. Ça signifie que ça arrive bientôt. Le marché utilise déjà ces produits, Sylvie. Nous ne sommes pas les premières. Tous les marchés ne se valent pas. Et tous ceux qui vendent ce genre de produits ne sont pas sous surveillance médicale comme nous le sommes. Sandrine posa la tablette sur le comptoir avec ce geste contenu qui remet à plus tard un argument qu'on n'a pas l'intention d'abandonner. Réfléchis-y. C'est tout réfléchi. Sylvie retira son manteau et l'accrocha. Quand ils seront certifiés, nous en reparlerons. Cette conversation matinale n'était qu'une parmi tant d'autres qui, ces derniers mois, se multipliaient d'une manière qui commençait à inquiéter Sylvie. Sandrine avait toujours été ambitieuse. Sylvie le savait dès le début, et c'est en partie ce qui l'avait attirée chez une partenaire commerciale, car l'ambition sans raison gaspille l'énergie, mais l'ambition raisonnée bâtit des empires. Le problème était que la raison de Sandrine commençait à déplacer la limite de ce qui semblait acceptable à Sylvie, et ces glissements, Sylvie n'était pas toujours en mesure de les arrêter à temps. La journée de travail s'écoula au rythme que Sylvie connaissait par cœur. Soins, consultations, suivi des protocoles, discussions avec les jeunes esthéticiennes sur des détails infimes mais cruciaux. Elle était douée dans son métier, d'une douance qui ne venait pas seulement de l'apprentissage, mais d'un long souvenir de son propre visage dans le miroir au fil des ans, de la façon dont la peau gardait la mémoire de chaque stress, de chaque nuit blanche et de chaque carence. Quand elle parlait à une patiente, elle parlait depuis ce lieu, non pas depuis un catalogue de soins, mais depuis la compréhension pure. Pourtant, cet après-midi-là, entre deux rendez-vous, elle s'assit dans sa petite salle de repos derrière la réception et sortit son téléphone. Le message de Julien était là depuis le matin, impalpable et en attente comme un galet au fond d'une rivière qu'on voit mais qu'on ose ramasser. Sylvie lut le message 3 fois. Puis elle rangea son téléphone et se leva car une patiente l'attendait déjà et parce que le travail était la seule chose où elle savait toujours qui elle était. Le soir, elle appela Mathilde. Mathilde répondit à la 3e sonnerie, comme toujours, avec ce « allô » qui sonnait comme si la conversation à venir était déjà classée dans un emploi du temps trop chargé. « Tu vas bien ?» demanda Sylvie. « Oui, et toi ?»« Pas vraiment. » Un court silence. Puis Mathilde reprit. « Je suis restée avec Léa hier soir après notre départ. Elle est restée chez moi jusqu'à minuit. »« Et elle m'a tout dit. » Mathilde marqua une pause, et Sylvie entendit dans ce silence tout ce que Mathilde ne disait pas. Cette attention de grande sœur qui devait toujours saisir l'image entière avant de donner un avis. Ils ont été ensemble pendant 2 ans. Ce n'était pas une relation de passage, c'était sérieux. Pour Léa, en tout cas. Elle s'est ouverte à lui d'une manière... Tu sais comment est Léa. Elle ne laisse personne approcher. Quand elle le fait, elle donne tout. Je sais. Et puis, il y a eu cet événement.
Une exposition photo où Léa organisait une partie du projet. Julien y était avec quelqu'un. Mathilde choisissait ses mots avec la précision d'un chirurgien manipulant un organe fragile, quelqu'un dont Léa ignorait l'existence, et quand elle l'a confronté, il n'a pas nié assez fermement. Je ne sais pas s'il s'est vraiment passé quelque chose ou non, mais Léa a pris sa décision cette nuit-là et depuis, terminé. Plus de contact, plus de discussion. Juste cette image de cette nuit-là qui est restée gravée en elle. Sylvie était assise sur le canapé de son salon, fixant un mur blanc et vide qui, avec l'obscurité tombante, disparaissait dans l'ombre. « Mathilde, je n'en savais rien. Je sais que tu ne savais pas. Je ne lui ai jamais parlé de mes filles en détail. Je ne les ai pas citées par leur prénom, je n'avais aucune raison de penser qu'il y avait un lien. » Sylvie sentit sa voix s'éteindre à la fin de la phrase, comme si elle tentait de se convaincre elle-même. « Maman. » Mathilde dit cela avec le poids tranquille d'une fille aînée s'adressant à sa mère quand elle ne veut pas être cruelle, mais ne peut rester silencieuse. « Je ne pense pas que tu sois coupable. Je pense que c'est une situation complexe et pénible où il n'existe pas de sortie simple. Mais Léa était blessée, et cette douleur n'est ni trop vieille, ni trop petite pour être ignorée. Je n'ai pas l'intention de l'ignorer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la situation était complexe. L'appartement de Sylvie était calme. Elle n'avait ni chat ni chien, pas de télévision allumée en fond sonore, personne qui s'activait à l'autre bout de la pièce. Elle n'avait que ce silence qui autrefois était digne et qui maintenant n'était plus que pesant. « Comment va Stéphane ?» demanda-t-elle, pour changer de sujet, mais aussi parce qu'elle voulait vraiment savoir. La réponse de Mathilde tarda une demi-seconde de trop. « Bien, tu as l'air fatigué. »« Je le suis. Il y a trop de travail, et le projet pour la mairie prend du retard parce qu'ils ont gelé une partie du budget en attendant la fin de l'audit. Rien de grave. » Sylvie savait que Mathilde n'était pas une menteuse. Mais elle savait aussi que Mathilde n'était pas femme à montrer son inquiétude tant qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle allait en faire. Elle laissa donc le sujet et la conversation se termina sur cette légèreté chaleureuse mais incomplète des dialogues mère-fille quand chacune garde une part d'ombre pour elle. Elle n'appela pas Léa cette nuit-là. Elle envoya un message, court, sans fioriture, sans tactique. « Léa, je t'aime. Quand tu seras prête, je suis là. » Léa ne répondit pas, mais 2 minutes après l'envoi, les 2 petites coches de confirmation indiquèrent que le message avait été lu. Sylvie prit cela comme on prend tout ce qui est petit dans la vie, avec beaucoup d'attention et un peu d'espoir. Les semaines suivantes, Annecy continua de couler comme une ville coule toujours. Les embouteillages du matin vers les écoles et les entreprises, les rituels de midi dans les cafés du centre, les promenades du soir au bord du lac. Sylvie allait au travail et en revenait, gérait la clinique, suivait les protocoles. Discutait avec Sandrine avec cette cordialité contrôlée que l'on réserve à un partenaire en qui l'on n'a plus totalement confiance, mais avec qui l'on partage un espace et des responsabilités. Julien l'appela 3 fois. La 3e fois, elle répondit. Ils ne se virent pas immédiatement. Ils convinrent de se retrouver un mercredi, en fin d'après-midi, dans un café près de la place de l'hôtel de ville, loin du restaurant et de ce qui y était resté en suspens. Julien était arrivé avant elle et attendait. Une tasse de café devant lui, regardant par la fenêtre avec l'expression d'un homme qui ne sait pas ce qui l'attend, mais qui a décidé d'être présent quoi qu'il arrive. Sylvie s'assit. Le serveur passa. Elle commanda un thé. « Je te remercie d'être venu, » dit Julien. « Tu n'as pas à me remercier. » Elle plia son écharpe à côté d'elle sur la chaise, lentement, car elle avait besoin de cette seconde pour ordonner ses pensées. « Nous devons parler, c'est vrai. Je ne sais juste pas par où commencer. »« Moi, je sais. » Julien posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux, avec ce calme qui avait toujours été l'une des premières raisons pour lesquelles elle lui avait fait confiance. « Je connais Léa. Nous avons été ensemble. Et si je ne te l'ai pas dit, c'est que j'ignorais que vous étiez... Sylvie, je ne te parlais pas de mes filles par leur nom. Tu t'en souviens? Tu disais juste « mes 2 filles, l'aînée, la cadette ». Je n'avais aucun moyen d'assembler les pièces du puzzle avant d'entrer dans ce restaurant et de la voir à table. Je sais. Et j'ai compris au même instant que toi, à peu près. Sylvie fixa sa tasse en attendant son thé. « Pourquoi vous êtes-vous séparés ?» Julien marqua une pause. Ce n'était pas une pause de malaise, c'était celle d'un homme qui choisit entre plusieurs versions véridiques de la même histoire et qui veut donner la bonne. Léa a cru que j'étais avec quelqu'un lors de son exposition. Ce n'était pas la réalité. Il y avait une femme qui était une amie, pas une maîtresse, rien de plus. Mais Léa a vu cela au pire moment possible,
alors qu'elle était sous pression et en colère contre moi pour une autre broutille que nous traînions depuis des semaines. Et elle ne m'a pas laissé expliquer. Elle a dit que c'était fini, et ce fut fini. Et toi? J'ai essayé de lui parler. 1 fois, 2 fois, elle n'a pas voulu. Et Julien leva ici les yeux avec quelque chose qui ressemblait à de la tristesse et de la résignation. Je n'ai pas été sans reproche dans cette histoire. Je ne me suis pas assez battu pour expliquer assez tôt, assez clairement. Parfois, j'ai pensé que je devais lui laisser de l'espace, et elle a interprété cet espace comme un abandon. C'étaient 2 personnes qui ne savaient pas assez bien se parler. Sylvie but une gorgée de thé. C'est ce que Léa m'a dit aussi, bien sûr, de son côté. Je sais, et sa version est vraie. Toutes les versions ici sont vraies. Le silence entre eux était différent de celui du restaurant, moins chargé, plus surmontable. Sylvie le remarqua et s'en servit comme signal pour continuer. « Julien, je ne peux pas continuer cela sans... Je ne sais même pas si c'est de l'acceptation de la part de Léa, mais au moins sans qu'elle ait l'impression que je me trahis moi-même. C'est mon enfant. Il a été avec toi. Et je suis entre ces 2 réalités, sans savoir comment tenir debout. Je comprends. Comprends-tu vraiment? Oui. » Il n'ajouta rien, juste un oui. Et dans cette réponse simple, Sylvie Beaumont entendit quelque chose qui lui plut malgré tout. Elle entendit un homme qui ne manipulait pas la compréhension comme un argument, mais l'utilisait comme un espace de respect. Ils repartirent chacun de leur côté ce jour-là sans décision, sans promesse, mais sans rupture non plus. Quelque part dans cet entre-deux, Sylvie comprit que sa véritable difficulté avec cette situation était précisément cette indétermination. Elle n'avait pas l'habitude de vivre dans ce qui ne pouvait pas être rangé dans des tiroirs. Et alors qu'elle essayait de ranger au moins une chose dans son tiroir, un inspecteur entra dans la clinique. C'était un mardi après-midi, 2 semaines après le dîner à la Porte d'Or. Un homme d'un certain âge en costume sombre, avec une mallette en plastique rigide et une expression qui n'était ni aimable ni désagréable, simplement officielle, avec toute cette neutralité stérile où l'on reconnaît l'institution et non la personne. « Inspection des services sanitaires et de santé », dit-il à la réceptionniste, en posant sa carte sur le comptoir avec le geste routinier d'un homme qui avait fait cela 100 fois. On l'orienta vers Sylvie, qui terminait justement une consultation. Sylvie sortit dans le couloir avec ce calme qu'elle affichait toujours face aux imprévus, sereine, sans panique, avec une question plutôt qu'une conclusion. « Bienvenue, que puis-je faire pour vous ?» L'inspecteur expliqua. « Contrôle de routine des protocoles, examen de la documentation sur les produits utilisés lors des soins, vérification des certificats et du registre des patients ayant présenté des réactions potentielles. »« Bien sûr, » répondit Sylvie en le conduisant vers son bureau. C'est à ce moment que Sandrine Valois sortit d'un couloir vers eux et Sylvie reconnut immédiatement à la crispation de son visage que Sandrine ne s'attendait pas à cette visite. « Ma collaboratrice Sandrine Valois, copropriétaire ?» présenta Sylvie. Sandrine tendit la main et sourit avec cette élégance qui ne flanchait pas, même sous pression. « Une inspection ?» demanda-t-elle avec légèreté, s'adressant à l'inspecteur. « Un contrôle de routine, madame. » Naturellement. « Sylvie, je peux m'occuper de monsieur ?» commença Sandrine. « Je vous remercie, mais je m'en chargerai avec plaisir », trancha Sylvie calmement, sans précipitation, en ouvrant la porte de son bureau. Sandrine resta dans le couloir, et Sylvie n'eut pas besoin de se retourner pour deviner l'expression qui l'accompagnait. L'inspecteur examina la documentation avec minutie et sans hâte. Les certificats de Sylvie étaient en règle, les protocoles établis selon les normes, les registres complets. À la fin, il referma les dossiers, nota quelques références de produits et annonça que le rapport serait envoyé sous 15 jours ouvrés. Quand il fut parti, Sylvie trouva Sandrine dans le couloir posté près du comptoir avec une mine indéchiffrable. « Tout est en ordre ?» demanda Sandrine. « Mes produits sont en règle » répondit Sylvie, en accentuant le possessif avec une légèreté qui tenait lieu de message, non d'attaque. « Si tu as des doutes sur ta partie des approvisionnements, je te suggère de les lever avant que le rapport n'arrive. » Sandrine ne dit rien. Mais cet après-midi-là, à la clinique, elle appela quelqu'un. Sylvie ne l'entendit pas. Elle perçut seulement le ton de la voix qui filtrait sous la porte du petit bureau de Sandrine, brusquement interrompue quand la porte fut fermée à double tour. Sylvie rentra chez elle ce soir-là avec cette sensation qui survient quand on commence à remarquer trop de petits signes qui, isolés, ne disent rien, mais qui, ensemble, dessinent les contours de quelque chose qui n'a pas encore de nom. Elle n'avait pas peur. Elle était sur ses gardes. Et comme chaque fois qu'elle était prudente, elle nota tout ce qu'elle avait remarqué dans un petit carnet qu'elle gardait dans le tiroir de sa table de nuit.
non par paranoïa, mais par une habitude de longue date d'une femme qui avait appris que les choses écrites ne s'effacent pas contrairement aux paroles. Le bouquet de roses blanches que Julien avait apporté au dîner trônait dans un grand vase en cristal sur le rebord de la fenêtre. Il penchait déjà un peu d'un côté, comme des fleurs s'efforçant de rester droites plus longtemps qu'elles ne le devraient. Sylvie le regarda longuement, puis elle alla se coucher. Et dans l'obscurité de l'appartement où elle vivait seule depuis son divorce, où chaque tiroir était rangé et chaque étagère classée selon un système qu'elle avait elle-même inventé, elle comprit une chose avec cette clarté qui ne vient que dans le silence de la nuit profonde, que tout son ordre n'était en fait qu'une défense, et que Julien Morel, avec son bouquet de roses et sa voix douce, avait commencé, sans grande cérémonie, à écarter cette défense de l'intérieur. Elle ne lui avait pas demandé de le faire, mais elle ne le regrettait pas non plus. Elle s'endormit sur cette pensée, et ce fut, cette nuit-là, la seule chose qui n'avait rien de complexe. Léa Beaumont avait son studio dans un appartement qu'elle louait dans le centre d'Annecy, un grand espace qu'elle utilisait à la fois comme laboratoire de développement et comme chambre à coucher, avec un atelier qui tenait plus du chaos organisé de boîtiers, trépieds, carnets de planches contact et étagères métalliques remplies de négatifs. Elle aimait cet endroit de cet amour que l'on porte au lieu qui nous accepte tels que nous sommes, sans exiger de rénovation. L'appareil photo avait toujours été pour Léa un médiateur entre elle et le monde. Tant qu'elle regardait à travers l'objectif, les choses devenaient cadrées, contrôlées, avec des limites claires qui leur donnaient un sens. Hors du cadre, la vie était trop chaotique, trop bruyante, pleine de nuances qu'elle ne savait pas toujours doser. 3 semaines après le dîner à la Porte d'Or, Léa s'assit devant son bureau, ouvrit un carnet et écrivit en haut d'une page blanche une seule question. Que sais-je vraiment? Elle n'était pas naïve. Elle savait ce qu'elle avait vu cette nuit-là lors de l'événement. Elle savait comment Julien avait réagi quand elle l'avait confronté. Elle se rappelait ce qu'elle avait ressenti en quittant la pièce, comme si quelqu'un lui avait retiré le sol sous les pieds, tout en affirmant que le sol avait toujours été là, mais qu'elle ne l'avait pas vu. Mais Léa était aussi photographe, et les photographes savent que ce que l'on voit n'est pas toujours ce qui est. Elle sait que l'angle fait l'image, elle sait que la lumière ment, elle sait que le cadrage ne raconte jamais toute l'histoire. Et maintenant, elle était confrontée au fait que sa mère avait ouvert son cœur à un homme qui faisait partie de son propre passé. Et ce passé, Léa ne voulait ni le nier ni le glorifier, mais elle ne pouvait pas non plus faire comme s'il n'existait pas. Elle appela Myrna. Myrna était serveuse dans un petit établissement familial à la périphérie de la zone industrielle, un endroit qui n'avait rien d'un restaurant gastronomique, mais qui possédait sa clientèle fidèle et son atmosphère de cuisine honnête. Myrna avait 28 ans, les cheveux courts et une façon de parler où tout semblait dit avec un demi-sourire, quel que soit le sujet. Léa avait rencontré Myrna 1 an plus tôt, lors d'un reportage photo pour une revue gastronomique locale. Myrna était reconnaissante, sincère et un peu curieuse dans ce sens inoffensif et bienveillant qui fait d'elle une meilleure interlocutrice que ceux qui feignent l'indifférence. « Myrna, dit Léa quand la jeune femme répondit, « J'ai une proposition pour toi. Je t'écoute. J'ai besoin de quelqu'un qui travaille près du restaurant de Julien Morel. J'ai besoin d'infos. Rien d'illégal, rien de privé au sens sensible du terme, juste qui vient là-bas, qui le chef voit, à quoi ça ressemble. » Silence au téléphone. « Morel? Le restaurant gastronomique près de la préfecture? Oui. Et pourquoi? Parce que c'est personnel. Et j'aime savoir à quoi je suis confronté. » Myrna réfléchit tout haut, sans arrière-pensée. « Tu sais quoi, j'ai un ami qui livre là-bas 1 fois par semaine. Et je sais que tu cherches du boulot pour une nouvelle identité visuelle, tu me l'as dit un jour. » Je l'ai dit. « Alors, si tu acceptes de me faire une série de portraits, un vrai portfolio, pas des trucs au portable, je verrai ce que je peux apprendre. » Marché conclu? Léa serra le téléphone. Marché conclu. Elle ne se sentait pas très bien par rapport à cet accord, mais elle se sentait comme quelqu'un qui agit au lieu de rester assise à attendre que les choses arrivent. Et cela, pour Léa, c'était toujours préférable à la passivité. La même semaine, à l'autre bout d'Annecy, Mathilde Beaumont était assise dans son bureau de l'agence d'architecture Ligne Verte, qui occupait l'étage supérieur d'une maison de ville, avec vue sur un jardin ordonné qu'elle avait elle-même conçu et qui, en cette saison froide, semblait endormi mais impeccable. Mathilde aimait les jardins au repos. Ils avaient cette dignité qui ne réclamait pas d'attention. Elle avait 5 projets actifs, dont le plus complexe et le plus lucratif était une commande de la municipalité pour l'aménagement des parcs le long du lac, obtenue grâce à la recommandation d'un conseiller municipal, un des rares politiciens locaux
qui investissait un intérêt concret dans l'urbanisme. Ce conseiller n'était pas son ami, c'était un client, et Mathilde gardait cette frontière avec la précision qu'elle mettait dans chaque limite professionnelle. Mais c'était aussi un de ses clients pour qui le travail avait du sens. Le problème qui la rongeait ces semaines-là portait un autre nom. Stéphane était assis devant son ordinateur dans la partie administrative du bureau, séparé de son propre plan de travail par une cloison basse. Stéphane n'était ni architecte ni concepteur. Il était administrateur, poste qu'il occupait depuis le premier jour où elle l'avait embauché, 7 ans plus tôt, peu avant leur mariage. À l'époque, cette combinaison semblait logique. Il avait le sens de l'organisation, savait gérer les budgets et les fournisseurs, et Mathilde considérait sa rigueur administrative comme le complément parfait à sa propre vision créative. Ces dernières semaines, elle avait remarqué des anomalies. Rien de dramatique, rien qu'on voit immédiatement et qui est un nom clair. Juste ces petites incohérences marginales qui, dans les rapports financiers, ressemblent à une erreur de frappe mais ne disparaissent pas quand on les regarde une deuxième fois. Une facture d'un fournisseur que Mathilde ne reconnaissait pas, un virement vers une société dont elle n'avait trouvé le nom, ni dans le registre, ni dans les canaux habituels d'approvisionnement. Un montant raisonnable en soi, mais qui se répétait à intervalles trimestriels avec assez de constance pour devenir un motif. Mathilde ne dit rien à Stéphane. Elle n'avait pas l'habitude de poser des questions sans avoir préalablement collecté les réponses. Elle considérait cela comme de l'amateurisme. Au lieu de cela, elle sortit discrètement les copies des documents pertinents, les stocka dans un dossier privé sur un disque dur qu'elle gardait chez elle et appela sa cousine, comptable, pour vérifier si ses soupçons étaient fondés ou si elle voyait des erreurs là où il n'y en avait pas. Le retour de sa cousine, obtenu 3 jours plus tard autour d'un café dans l'appartement de Mathilde, ne fut pas rassurant. « Ce n'est pas une erreur, » dit la cousine, en feuilletant les pages imprimées d'un doigt expert. « C'est un système. Quelqu'un a inséré des prestations fictives dans la chaîne d'approvisionnement. Les montants sont assez petits pour ne pas attirer l'attention, mais ils sont réguliers. Si tu n'as ça que pour les 2 dernières années, le total est de... » Elle griffonna un chiffre, environ ça. Mathilde regarda le chiffre. Il était assez élevé pour lui donner la nausée. Assez élevé pour comprendre que ce n'était pas de la négligence. Assez élevé pour saisir que quelqu'un de proche, quelqu'un ayant accès à tout, faisait cela délibérément et avec un plan. Elle ne pleura pas, ni sur le coup ni après. Elle rangea simplement les papiers, remercia sa cousine et resta assise dans sa cuisine pendant une demi-heure avec un thé qu'elle ne but pas. Stéphane, son mari depuis 7 ans, l'homme qu'elle avait embauché parce qu'elle lui faisait confiance, était suspecté de fraude financière au sein de sa propre entreprise. Le soir même, Stéphane était de bonne humeur à la maison. Il avait préparé le dîner, il était présent dans la conversation, il riait de ses commentaires. Mathilde était assise face à lui, elle mangeait, parlait et souriait au bon moment. Et derrière tout cela, il n'y avait qu'une seule pensée, calme et tendue comme un câble. J'attends. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la stratégie. Mathilde Beaumont ne faisait rien sans stratégie. Sandrine Valois, à l'autre bout de la ville, avait sa propre stratégie, et elle commençait à la mettre sérieusement à exécution. La visite de l'inspecteur avait perturbé Sandrine plus qu'elle ne l'avait laissé paraître à Sylvie. Sandrine avait sérieusement avancé dans le processus de certification des nouveaux produits. Les contrats avec les distributeurs étaient signés, la première livraison était convenue, et une influenceuse à portée régionale, qui tenait une émission sur la beauté et la santé, était intéressée par une collaboration avec la clinique. Sandrine y voyait le canal idéal pour la promotion de la nouvelle gamme, authentique, visuelle, avec un public captif et l'autorité médicale que la clinique offrait. Le problème était que Sylvie n'était pas d'accord. Et maintenant, l'inspecteur était passé, et Sandrine avait des produits non certifiés dans le stock de la clinique qui, techniquement, étaient ses achats personnels, mais qui se trouvaient physiquement à l'adresse de l'établissement. Si l'inspecteur les trouvait, et Sandrine n'était pas sûre qu'il ne l'avait pas déjà fait, alors ce n'était pas seulement son problème à elle, c'était le problème de la clinique. Elle appela donc son contact dans le réseau de distribution et demanda d'ajuster la documentation au cas où il faudrait montrer une solution temporaire. Puis, elle appela l'influenceuse et fixa un tournage pour le mercredi, avec des produits qui ne venaient pas de la clinique, mais qui semblaient en provenir. Sylvie l'ignorait, mais une personne le savait, Darija, la jeune réceptionniste qui, ce dimanche-là, avait ouvert par erreur la mauvaise porte de la réserve et vu des cartons avec des marquages qu'elle n'avait jamais vus auparavant à la clinique. Darija n'était pas détective et n'avait pas l'ambition de l'être.
C'était une jeune femme consciencieuse qui aimait son travail et possédait assez d'instinct pour comprendre que quelque chose ne tournait pas rond. Elle ne dit rien immédiatement. Elle attendit, comme attendent tous ceux qui portent un secret sans savoir à qui le confier. Alors que toutes ces tensions silencieuses se tissaient sur Annecy comme une toile invisible, Sylvie Beaumont reçut un appel d'Amélie, une influenceuse régionale dont l'émission sur la beauté était diffusée sur une plateforme web et comptait un solide socle de 70 000 abonnés. Amélie était une femme énergique d'une trentaine d'années, avec une forte approche médicale dans son contenu. Elle prenait les médecins, les protocoles, les certificats et avait l'habitude de dénoncer publiquement les marques qui lui semblaient suspectes. Son public lui faisait confiance précisément pour cette absence de compromis. « Sylvie, j'aimerais te proposer un rôle de consultante pour la nouvelle saison de l'émission, » dit Amélie directement. « Je cherche un visage médical, quelqu'un qui sache parler de cosmétologie sans langage marketing, quelqu'un en qui le public peut avoir confiance. J'ai entendu parler de vous par l'une de vos patientes. » Sylvie écouta avec cette attention qu'elle réservait aux offres qui semblaient trop belles, car les offres qui semblaient trop belles portaient toujours une part plus lourde que la première. « Merci pour l'invitation. Et que signifie exactement ce rôle de consultante? Une présence devant les caméras, répondre aux questions des spectateurs, commenter les tendances, parfois faire la critique de produits ou de soins, passer devant les caméras. » Sylvie entendit ces mots clairement et ressentit ce vieux serrement familier dans la gorge. Pas dans la main, pas dans le ventre, mais exactement là, dans la gorge et la poitrine, où s'accumulait chaque panique qu'elle portait en elle depuis l'enfance. Parler en public, les caméras, le regard fixé uniquement sur elle. Elle avait 10 ans quand, lors d'une fête à l'école, elle avait oublié son texte. Elle l'avait oublié totalement au milieu d'une phrase devant une salle comble de parents et de professeurs. Elle n'avait pas pleuré. Elle était restée là, à fixer le pied du micro qui était plus grand qu'elle, attendant que quelqu'un vienne la chercher. Personne n'était venu assez vite. Ces 30 secondes étaient restées gravées en elle comme le point de référence de tout ce qui suivrait. « Je dois réfléchir, dit-elle à Amélie. « Bien sûr. Donne-moi une réponse d'ici la fin de la semaine. » Sylvie raccrocha et resta assise à son bureau dans le silence, avec cette lutte intérieure que connaît chaque personne ayant grandi avec une peur jamais assez grande pour être prise au sérieux par les autres, mais assez enracinée pour ne jamais disparaître. Elle réfléchissait. Et pendant qu'elle réfléchissait, Julien lui envoya un message. Ce n'était ni romantique, ni forcé. C'était simple. Sylvie lut le message 2 fois. Puis elle dit à Amélie qu'elle acceptait. Elle ne le dit pas à Julien. Elle voulait que cette décision soit la sienne. Quand elle se leva et alla à la fenêtre de la clinique, la ville en bas était vivante et indifférente, comme le sont toujours les villes, sans intérêt pour ses luttes intérieures, sans privilège pour son insécurité. Juste du bitume, les rails du bus et les fenêtres des appartements, où se déroulaient d'autres histoires, tout aussi complexes, tout aussi indécises. Et Sylvie Beaumont, qui avait été toute sa vie la solution aux insécurités des autres et à leur manque de confiance, se tenait enfin face à la sienne, sans aucun de ces reculs professionnels qui lui permettaient d'habitude de rester au-dessus de la douleur. C'était une prise de conscience étrangement libératrice. Myrna entra dans le restaurant de Julien Morel un mardi après-midi, 1h30 avant l'ouverture, sous prétexte de chercher du travail. Elle ne cherchait pas de travail. Elle le savait. Léa le savait. Mais la légende suffisait pour franchir le seuil et s'asseoir au bar avec le responsable de salle qui recevait les candidatures pour le renfort saisonnier. Léa lui avait donné 4 questions concrètes qu'elle ne devait pas poser directement. Elle devait sentir l'espace, elle devait remarquer les relations, elle devait, si l'occasion se présentait, apprendre si le chef Morel avait quelqu'un de régulier dans sa vie, une femme, un enfant, quelqu'un qui lui rendait visite souvent. Myrna était Myrna, détendue, naturellement aimable, capable de parler de la pluie et du beau temps ou de recettes préférées avec la même aisance et sans aucune tension qui attirerait l'attention. Elle passa presque 1h30 dans le restaurant, attendant la fin d'après-midi quand les serveuses commençaient à dresser les tables pour les clients du soir, et dans ce mouvement informel entre le vestiaire et l'entrée, elle discuta avec l'une des serveuses plus âgées, une femme aux cheveux châtains ramassés en un chignon négligé qui témoignait d'une longue journée. « Et le chef Morel, il est là tout le temps ?» demanda Myrna, avec cette désinvolture qui était son meilleur outil. La serveuse sourit avec cette affection que l'on a pour un patron que l'on estime. « Tout le temps, ou presque. Il arrive l'après-midi, reste jusqu'à la fermeture. Il vit pour ce restaurant, vous savez. Il n'a pas beaucoup de vie privée,
du moins pas celle qu'on voit. Ah bon? Comment ça? Eh bien, il y a Bérénice et la petite Léna qui passent parfois. Bérénice est la veuve de son meilleur ami, Julien l'aide beaucoup. Mais c'est purement amical, familial, vous voyez. Ce n'est pas ça. Myrna écoutait avec attention. Elle ne voulait pas en demander plus car la question deviendrait suspecte. La conversation dévia vers les plannings et les qualifications, et Myrna sortit avec un remerciement léger et la promesse de réfléchir. Elle appela Léa dès qu'elle fut dans la rue. Il y a une femme et une enfant qui lui rendent visite. La femme s'appelle Bérénice, la petite Léna. La serveuse a dit que Bérénice était la veuve d'un ami et qu'il l'aidait. Mais Myrna marqua une pause. Elle a dit ça naturellement, pas comme un secret, comme si c'était notoire. Léa écouta en silence. « Merci Myrna. Attends, je n'ai pas fini. Elle a dit aussi qu'il y avait des photos. Je ne sais pas lesquelles, mais elle a dit que le chef avait apporté un jour un livre d'images pour Léna avec des photos du restaurant. Léna l'appelle. Et là, la serveuse a un peu baissé la voix parce qu'un passant arrivait. Elle l'appelle d'un petit nom. Je n'ai pas entendu exactement quoi, mais ce n'est pas papa. Peut-être tonton, parrain. Léa raccrocha avec un sentiment étrange qui n'était ni du soulagement ni de la déception. C'était une sorte de malaise qui survient quand on s'est préparé à une certaine vérité et que la vérité commence à prendre une forme différente. Elle ne dit rien à sa mère. Elle n'avait pas fini de rassembler les pièces. La même nuit, à la lumière de son écran et d'un café noir, elle chercha le nom de Julien Morel dans les archives numériques de la presse régionale. Elle ne trouva rien de scandaleux. Elle trouva une critique du restaurant datant de la première année, un court article sur sa participation à un salon gastronomique à Chambéry et un autre plus récent, écrit avec sympathie, sur un dîner caritatif auquel le restaurant Morel avait participé comme sponsor. La photo montrait Julien derrière le bar, un tablier autour de la taille et un sourire qui semblait totalement inconscient. Ce genre de sourire qu'on ne compose pas pour les caméras. Léa fixa longtemps cette photo. Elle ferma son ordinateur. Elle alla à la fenêtre et regarda la rue en bas. Dans son esprit, lentement et sans drame, s'amorçait un glissement qui n'était pas confortable. Ce petit décalage sournois où l'on commence à se demander si les limites de son histoire ont été posées aux bons endroits ou si elles ont été posées là où l'on voulait qu'elles soient. Elle n'en parla pas à Mathilde. Mathilde avait ses propres problèmes, et Léa commençait à les deviner à la façon dont sa sœur parlait de Stéphane. Brièvement, de manière neutre, avec cette retenue propre au sujet que l'on ne veut pas ouvrir devant un auditeur qui n'a pas toutes les informations. Léa était assez bonne observatrice pour déceler la tension sous la neutralité. Elle ne posa pas de questions, car elle savait que Mathilde n'était pas de celles qui parlent avant d'avoir abouti à leurs propres conclusions. Stéphane, qui ignorait qu'on l'observait, continuait ses habitudes. Il était au bureau chaque jour, aux réunions prévues, aux dîners organisés par Mathilde. Il avait une routine à laquelle on ne pouvait rien reprocher de visible. Mais la routine, Mathilde l'avait appris par son travail d'architecte, avait toujours un plan souterrain qui ne se voyait pas sur le plan qu'on avait en main. Le mercredi, Mathilde appela un cabinet d'audit pour un conseil. Pas pour un signalement, juste pour un conseil. Elle voulait savoir quelle devait être sa prochaine étape pour être légale et le moins destructrice possible pour l'entreprise, car l'entreprise était la sienne. Le mari était le mari, mais l'entreprise était à elle par le même droit que chaque projet qui y avait grandi. L'auditeur lui dit qu'il y avait matière à une enquête interne, qu'elle pouvait engager des experts en fraude commerciale, que dans sa position, c'était même recommandé. Mathilde remercia et dit qu'elle devait réfléchir. Le même jour, dans la même ville, Sandrine Valois avait son tournage avec Amélie. Ce n'était pas Sylvie qui l'avait organisé. Sandrine l'avait calé seule, utilisant les contacts professionnels de la clinique et le nom de Sylvie comme référence, à son insu. L'émission devait être diffusée la semaine suivante. Un court segment sur une nouvelle ligne de soins de la peau, avec une présentation de produits qu'Amélie n'avait pas présenté auparavant. Quand Sylvie l'apprit, elle l'apprit tout à fait par hasard, car Amélie appela la clinique pour confirmer un horaire et tomba sur Darija au lieu de Sandrine. Elle fut calme d'une manière plus limpide que la colère. Elle entra dans le bureau de Sandrine avec ce calme. Amélie a appelé pour confirmer le tournage de vendredi. Sandrine leva les yeux avec une expression légère qui se voulait neutre, mais qui avait une seconde de retard. « Oui, j'ai calé un segment pour la promotion des nouveaux produits. Je pensais que tu serais ravie, à mon insu. Tu n'étais pas disponible pour en discuter, et le délai était... » « Sandrine !» Sylvie prononça cela sans hausser le ton, mais avec une lourdeur plus pleine qu'un cri. «
Tu as utilisé le nom de la clinique, mon nom, pour promouvoir des produits qui ne sont pas certifiés et qui n'ont pas passé notre protocole de vérification. Dans le contexte d'une émission qui traite de santé et de beauté, la semaine même où nous avons eu une inspection, Sandrine serra la mâchoire. La certification arrive. Ça ne signifie rien pour moi en cet instant. Je vais appeler Amélie et annuler le tournage. Et toi et moi devons parler sérieusement de la façon dont nous gérons la suite. Tu ne peux pas annuler le tournage sans mon accord. Je suis copropriétaire. Je peux annuler la participation de Sylvie Beaumont. Sylvie dit cela avec cette froide précision qui vient d'une limite juridique claire. Et sans cela, vous n'avez que Sandrine Valois, ce que ce public n'a pas demandé. Le silence entre elles fut long et abrupt. « Sylvie » commença Sandrine avec un changement de voix tentant de passer dans un registre apaisant. « Toi et moi avons bâti cela ensemble. Je comprends ta prudence, mais... » « Merci de comprendre, » coupa Sylvie. « Nous laissons cette compréhension ici pour l'instant. Nous essaierons de convenir de ce que nous ferons ensuite quand nous serons toutes les deux calmées. » Elle sortit du bureau et ferma la porte sans la claquer. Darija, qui se tenait dans le couloir un dossier à la main, regarda Sylvie avec une expression à la fois compatissante et résolue. « Madame Beaumont ?»« Oui, Darija. »« Je ne suis pas sûr que j'aurais dû le dire plus tôt, mais il y a quelque chose dans la réserve qui m'a troublé. » Sylvie s'arrêta. Darija expliqua, c'est les cartons, les marquages, les dates. Des produits qui n'étaient pas entrés dans la commande régulière de la clinique avec des codes de distribution qu'elle ne reconnaissait pas. Sylvie resta silencieuse 30 secondes. Puis elle dit doucement mais fermement « Darija, est-il possible que tu me notes tout ce que tu as vu, la date, l'aspect des cartons, tout ce dont tu te souviens, le plus précisément possible ?»« Bien sûr, je te remercie. » Elle retourna dans son propre bureau et s'assit. Dans son esprit, le puzzle s'assemblait et l'image n'était pas plaisante à regarder. La hâte de Sandrine pour des produits non certifiés, les tournages calés sans son accord, la tentative avec l'influenceuse et maintenant la preuve physique d'un approvisionnement hors protocole. Ce n'était plus de la simple ambition qui dépassait les bornes, c'était quelque chose de systématique. Sylvie ouvrit le carnet où elle notait tout ce qu'elle remarquait depuis l'inspection et commença à écrire. Ce soir-là, Julien était au restaurant, comme chaque soir. La cuisine tournait à plein régime. La table de 8 était complète, et le petit espace privé à l'arrière du restaurant, que Julien utilisait pour les dîners de dégustation réservés, était préparé pour un invité spécial, le critique gastronomique Bastien Le Gall, qui écrivait pour plusieurs publications régionales et dont la critique avait le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les portes d'un marché plus vaste. Julien le savait. Il savait aussi que Leïla, la responsable conceptuelle de la soirée qui devait accompagner la dégustation, ne pourrait pas venir. Il l'avait appris 1h30 avant le début, par téléphone, avec des excuses qui semblaient authentiques, mais qui à ce moment-là produisèrent le même effet, quelle que soit leur sincérité. Il se tenait en cuisine, son tablier noué et un couteau à la main, ne sachant pas encore ce que la soirée lui demanderait, et il réfléchissait. Il appela Sylvie. « Je sais que ce n'est pas juste pour toi, dit-il directement, mais j'ai un souci. Ma présentatrice a annulé il y a 1 heure. Un critique important arrive. J'ai les plats, j'ai le lieu, j'ai l'histoire. Je n'ai pas de voix. Tu connais la cosmétologie, mais tu connais aussi la gastronomie. Pas le métier, mais l'amour qu'on y porte. Et tu as ce quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. Sylvie, m'aiderais-tu » Sylvie était chez elle avec un livre sur les genoux et une tasse de thé qui refroidissait. « Tu es fou. C'est possible. Devant un critique qui écrit pour la presse, devant 6 convives, une petite table et un homme qui mange lentement et écoute attentivement. » Sylvie regarda sa tasse. « Je vais m'embrouiller. Peut-être. Tu sais qu'un jour à l'école, je ne sais pas. Mais je sais que tu as accepté un rôle de consultante dans une émission sur la beauté sans consulter ta peur. J'ai pensé que cela disait quelque chose sur toi. » Silence. « 15 minutes, dit-elle. Donne-moi 15 minutes. » Elle arriva 40 minutes plus tard. Julien lui donna un tablier en lin blanc que le personnel portait lors des soirées de gala et lui expliqua brièvement l'ordre des plats et l'histoire derrière chacun d'eux. Sylvie écoutait avec cette concentration qu'elle mettait dans les instructions médicales, sans filtre, notant simplement. « Et ne t'en fais pas pour les termes techniques, » dit Julien. « Parle comme quelqu'un qui vient de goûter. C'est la seule chose qu'un critique veut entendre. Tout le reste, il le sait déjà. » Sylvie entra dans le petit espace privé avec un sentiment oscillant entre la panique et une sorte de vigilance dopée à l'adrénaline. Le critique Bastien Le Gall était un homme d'une 50aine d'années, calme,
avec l'allure d'un voyageur ayant parcouru beaucoup de kilomètres sans hâte. Les autres invités étaient un couple de Chambéry fêtant un anniversaire et 2 collègues d'une association culinaire. Le premier plat fut apporté par le serveur. Sylvie se tint près de la table et ouvrit la bouche. C'est alors que quelque chose changea. Elle ne dit pas ce qu'elle avait prévu de dire. Elle dit ce qu'elle ressentait. La couleur de la sauce qui avait cette nuance d'ambre sombre qu'on ne voit que dans le miel de forêt. La façon dont les parfums précédèrent le goût comme l'introduction d'un récit. Le fait que Julien avait mis dans ce plat quelque chose qui rappelait les grands repas de famille qu'elle gardait en mémoire depuis l'enfance et que plus personne ne préparait car plus personne n'avait autant de temps ni autant d'amour. La table était silencieuse. Bastien Le Gall mangeait lentement et l'observait avec une expression difficile à interpréter sur le moment, mais qui, plus tard, ressemblerait fort à de l'approbation. Entre le 3e et le 4e plat, l'un des convives posa une question sur les soins de la peau et le vieillissement. Une association inattendue née d'une discussion sur les aliments fermentés. Et Sylvie répondit sans réfléchir, avec l'aisance d'un métier qui était sa seconde langue. Puis tous deux, l'invité et Sylvie, rirent de la connexion incroyablement logique entre l'alimentation et le teint. Bastien Le Gall déclara alors, pour la première fois de la soirée, d'une voix forte. « C'est le dîner de dégustation le plus intéressant auquel j'ai assisté ces 2 dernières années. » Sylvie entendit cela depuis le seuil de la porte et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas su nommer durant ses 52 premières années et qu'elle savait désormais sans effort. Elle était présente, totalement présente, sans gorge serrée, sans texte qui s'évapore, sans pied de micro plus haut qu'elle. Juste elle, et une histoire qui coulait comme coulant les choses auxquelles on croit. Quand les invités furent partis, Julien sortit de la cuisine et resta au milieu de la salle vide, son tablier noué, avec l'expression de celui qui regarde une œuvre qu'il a réalisée sans être sûr qu'elle réussirait. « Comment as-tu fait ça ?» demanda-t-il. Sylvie retira son tablier blanc et le plia sur le comptoir. « Je ne savais pas que j'en étais capable. » « Moi, je le savais. » Elle le regarda. C'était un instant où ils n'étaient que tous les deux, et où tout ce qui se tenait entre eux était présent dans la pièce. Léa, le passé, les questions ouvertes, les réponses compliquées. Mais il y avait aussi cet instant, cette preuve silencieuse et concrète que quelqu'un avait vu en elle quelque chose qu'elle-même refusait de voir. « Merci », dit-elle simplement. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour la soirée. Il le savait. Elle sortit dans la nuit des rues d'Annecy avec cette démarche légère qui survient quand un poids lourd est déplacé. Il ne disparaît pas, mais il est posé sur une main capable de le porter. Amélie l'appela le lendemain matin. « J'ai eu des échos de Bastien Le Gall. Il écrit sa chronique. Sylvie, cette émission va être quelque chose de spécial. Es-tu prête ?» Sylvie Beaumont regarda dans le miroir du bureau où elle travaillait depuis 2 décennies et répondit sans trac, sans hésitation « Je le suis. » Léa avait les photos le mardi matin. Myrna les lui apporta en personne, des tirages papier, pas du numérique, car elle savait que Léa aimait avoir les objets en main pour les regarder. C'étaient des photos prises au portable, un peu floues, mais assez nettes. Julien devant le restaurant avec une petite fille d'environ 5 ou 6 ans qui lui tenait la main, et une femme à côté d'eux, aux boucles sombres, un sac en bandoulière. Ils ressemblaient à une famille souriant au seuil d'une situation familière et agréable. Léa fixa ces photos longtemps. Elle n'était pas en colère, ou plutôt, elle l'était, mais cette colère n'était pas de la même nature que la première, celle du restaurant, celle qui avait des certitudes et des bords tranchants. Celle-ci était différente. Elle était incertaine, floue aux entournures, avec des questions qu'elle poussait en avant au lieu de les rejeter. La petite fille avait quelque chose dans sa façon de regarder Julien, une sorte d'intimité confiante qui n'était pas biologique, mais qui était familiale de toutes les autres manières qui comptent. Léa avait photographié beaucoup de visages dans son travail. Elle connaissait la différence entre un enfant qui pose pour l'objectif et un enfant qui a oublié qu'il est observé parce qu'il est près de quelqu'un qui le sécurise. Cet enfant avait oublié l'objectif. Elle rangea les photos dans un dossier et les laissa sur la table, mais ne les jeta pas. Elle avait l'habitude de garder ce sur quoi elle n'avait pas encore décidé. Une fois la décision prise, elle savait quoi en faire. Elle appela Mathilde le soir, non pour cela mais pour autre chose, pour une voix qui lui manquait quand elle était calme et qui était toujours à portée de main quand elle était troublée. « Mathilde. »« Oui. Tu m'as dit l'autre jour que ça n'allait pas fort avec Stéphane. » Court silence. Ce silence de Mathilde qui précédait toujours soit une vérité prudente, soit une vérité incomplète soigneusement pesée.
Je ne t'ai rien dit sur Stéphane. Non. Mais tu n'as pas dit non plus que tout allait bien. Et tu le disais toujours avant. Mathilde accueillit cela avec un silence plus court que d'habitude. Léa, je rassemble encore les pièces. Je sais. Dis-moi juste, c'est grave. Ça peut l'être. Je ne sais pas encore dans quelle mesure. Léa était assise par terre dans son studio, adossée à un radiateur tiède et silencieux, le téléphone à l'oreille, le regard tourné vers l'étagère pleine de boîtes de négatifs. « Tu vas bien ?»« Oui. Et je ne serai pas autrement. » C'était Mathilde tout entière. Pas d'appel à la consolation, pas de dramatisation, juste une affirmation plate et sereine. J'ai ça et je sais quoi en faire. Léa aimait cela chez sa sœur, même quand c'était parfois plus difficile à recevoir que des pleurs. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, dit Léa. »« Je sais. » Elles raccrochèrent, et Léa resta au sol avec le sentiment que sa famille, cette triade compacte de 3 femmes qui avaient toujours été le pilier l'une de l'autre, traversait une période changeante et difficile, et que la question était seulement de savoir laquelle d'entre elles attraperait le point d'ancrage en premier pour commencer à tirer les autres vers le haut. Sylvie, indépendamment de tout cela, saisit son propre ancrage plus tôt que ses filles ne le soupçonnaient. Le tournage de l'émission chez Amélie était fixé au vendredi après-midi. Sylvie confirma l'accord, prépara ses notes, choisit sa tenue, ni trop habillée, ni trop clinique, juste l'entre-deux, ce qui ferait sentir à une patiente venant pour la première fois qu'elle était la bienvenue, et le jeudi soir, elle se tint devant le miroir de la salle de bain et se parla à elle-même à voix haute. Elle ne récitait pas un texte, elle énonçait des thèmes. C'est quelque chose que je sais, c'est quelque chose que j'ai vu, c'est quelque chose en quoi je crois. Chaque fois qu'elle sentait le serrement dans la gorge, elle s'arrêtait, prenait une inspiration et attendait que cela passe. La plupart du temps, cela passait. Julien savait pour le tournage. Ce n'est pas elle qui lui avait dit, c'est Amélie qui l'avait appelé pour un potentiel segment culinaire pour une saison ultérieure, et Julien avait alors dit à Sylvie qu'il était au courant, qu'il était heureux, et rien de plus. Il ne fut pas au studio pour le tournage. Sylvie ne le voulait pas. Elle voulait que, si elle réussissait, elle réussisse seule. Si elle échouait, elle le voulait aussi seule. Elle réussit. Il n'y eut pas de transformation incroyable, pas de revirement dramatique. Ce fut simple et solide, Sylvie Beaumont, 15 minutes devant les caméras, parlant de soins de la peau et de la façon dont la beauté se construit de l'intérieur, avec la santé physique, le sommeil, l'alimentation, des médecins qui ne mentent pas et des produits certifiés. Elle parla sans fioriture, sans ton publicitaire, avec cette autorité tranquille d'une femme qui avait observé des visages pendant 25 ans et qui ne disait pas ce que les visages voulaient entendre, mais ce dont ils avaient besoin. Amélie regarda le tournage avec ses assistantes et à la fin se contenta de hocher la tête. « C'est ça », dit-elle simplement. Sylvie retira son micro, alla aux toilettes, s'assit sur le bord de la baignoire dans la petite loge de maquillage et souffla de cette façon dont on souffle seulement quand quelque chose que l'on gardait dans un coin sombre depuis des années sort enfin à la lumière et montre que ce n'était pas aussi terrible que l'obscurité le laissait croire. Elle appela Julien. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il immédiatement. « Bien. Seulement bien. »« Bien, c'est beaucoup, » répondit-elle, et sa voix se brisa un peu sur ce mot, cette petite fêlure qui survient quand on lâche enfin quelque chose qu'on a tenu trop longtemps. Julien entendit cette fêlure et ne dit rien. Il attendit simplement. « Merci, » dit Sylvie. « Tu n'as pas à me remercier. » « Si, quand même. » Pour tous, il semblait que quelque chose s'apaisait doucement, entre elle et sa peur, entre elle et Julien, entre lui et son passé. Mais Léa n'avait pas encore fini. Le lendemain, Léa prit le dossier de photos, enfila son manteau et se dirigea vers la rue de la préfecture. Le restaurant Morel était fermé en matinée. Il ouvrait à midi, mais les lumières en cuisine étaient allumées et Léa pouvait voir par la fenêtre latérale qui donnait sur l'entrée de service du mouvement à l'intérieur. Elle resta sur le trottoir un court moment, le dossier sous le bras, et observa. Elle n'entra pas. Ce qui se passait en elle durant ces minutes devant le restaurant n'avait pas de nom que Léa accepterait volontiers. C'était une sorte de carrefour qui ne s'annonce pas. Quand on a d'un côté une histoire dont on s'est servi pendant des années comme explication à sa douleur, et de l'autre de nouvelles informations qui rendent cette histoire moins sûre et moins univoque. Elle alla au café du coin, commanda un café et ouvrit le dossier. Elle regarda la photo de la petite Léna et de Julien. Elle observa cette relation visible même à travers l'image floue d'un portable.
Elle se rappelait les mots de la serveuse rapportés par Myrna. Pas papa, peut-être tonton ou parrain. Et elle se rappelait quelque chose qu'elle ne voulait pas garder en mémoire. Une soirée du passé où Julien avait parlé de son ami, d'un accident qui avait laissé une cicatrice en lui, de quelqu'un à qui il devait quelque chose qu'il ne pouvait pas payer, seulement porter. À l'époque, elle n'avait pas compris. Elle avait cru que c'était une pose, une de ces mélancolies masculines qu'on affiche pour paraître sensible. Aujourd'hui, elle se demandait si c'était la vérité. Elle commanda un deuxième café et ouvrit son carnet. Elle écrivit vite, sans hésiter, comme elle écrivait quand ce n'était pas pour quelqu'un, mais pour elle-même. La liste de ce qu'elle savait, la liste de ce qu'elle supposait, la liste de ce qu'elle ignorait. Quand elle eut fini, la liste de la troisième colonne était plus longue que les deux premières réunies. Elle rentra chez elle, sans être entrée au restaurant. Mais elle ne jeta pas le dossier. Elle le garda pour la conversation qu'elle prévoyait toujours d'avoir. Seulement, elle était moins sûre de la forme que cette conversation devait prendre. Pendant que Léa réfléchissait, les soupçons de Mathilde prirent corps. 2 hommes, en costume sombre, entrèrent dans le bureau de Ligne Verte un mercredi matin, 10 minutes avant l'arrivée prévue de clients pour une consultation. Ils montrèrent leur carte, brigade financière de la police judiciaire, et demandèrent à parler à la gérante. Mathilde les reçut dans son bureau avec cette sérénité parfaite et contrôlée qui était sa marque de fabrique, dans toutes les situations exigeant d'être plus grande que ses émotions du moment. Madame Beaumont, une enquête est en cours concernant des transactions financières depuis le compte de votre société vers une entité nommée Valois Services SARL. Nous avons besoin de consulter votre documentation interne des 2 derniers exercices. Mathilde écouta. Elle ne s'y a pas une seule fois. Je comprends. Puis-je savoir qui a initié l'enquête? Le signalement est anonyme. Très bien. Mathilde se leva et alla vers l'armoire de classement. Ma documentation interne est complète et vous la trouverez ici. Si vous avez besoin d'un accès numérique, je vous donnerai les mots de passe pour les dossiers pertinents. L'inspecteur qui parlait regarda son collègue avec ce bref coup d'œil qui disait qu'il ne s'attendait pas à une réponse aussi ordonnée. Madame Beaumont, êtes-vous au courant des activités de cette entité? Non. Mathilde prononça cela de façon plate et sans hésitation. J'ai commencé à avoir des doutes il y a environ 3 semaines, quand j'ai remarqué des anomalies dans les ordres de virement. J'ai consulté un auditeur privé et rassemblé la documentation pour une éventuelle action juridique. Vous avez cette documentation? Je l'ai. Elle sortit un dossier du tiroir de son bureau et le posa sur la surface devant eux. J'avais préparé cela à l'avance. Mathilde possédait un instinct parfait pour les situations exigeant d'être en avance sur les événements. C'était le même instinct avec lequel elle planifiait les phases de projet, évaluait les risques clients et gérait les échéances qui s'accumulaient simultanément. Cet instinct venait, en ce mercredi matin, de sauver son statut clinique dans l'enquête. Les inspecteurs passèrent 1h30 dans le bureau, prirent des copies de la documentation et finirent par partir avec des remerciements polis et l'annonce d'un prochain contact. Dès que la porte fut refermée, Mathilde s'assit à son bureau et posa ses mains bien à plat devant elle sur le bois, comme elle le faisait toujours pour vérifier si les mains étaient calmes, si la respiration était régulière, si le pilier intérieur sur lequel tout reposait était resté intact. Ses mains étaient calmes, sa respiration était régulière, mais Stéphane était dans le bureau d'à côté, et Mathilde savait que les inspecteurs iraient aussi le voir, et elle savait que cette conversation, celle entre elle et lui qu'elle devait avoir, n'était plus une question de tactique, c'était une question d'inéluctabilité. Elle alla jusqu'à la cloison et s'arrêta. Stéphane était assis devant son écran et tapait avec cette habitude décontractée du travail quotidien qui ne demande pas trop d'attention. Il n'avait pas entendu les inspecteurs. Il était au téléphone dans une autre pièce quand ils étaient arrivés. Il ne savait pas. Stéphane. Il se retourna. La police est passée. Tout son corps réagit à ces 4 mots avec ce changement involontaire indépendant de la raison. Un léger redressement, une crispation du visage, une seconde d'immobilité trop rapide. La police, la brigade financière, enquête sur les virements vers Valois Services. Stéphane ouvrait la bouche. « Je sais ce que tu vas dire », coupa Mathilde calmement. « Ne le dis pas. J'ai la documentation. » L'auditeur l'a examinée. « Je sais. » Le silence dans l'espace entre eux fut épais comme une matière solide. Stéphane referma la bouche. Et Mathilde, le dos droit et les mains le long du corps,
dit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu de dire tout haut, mais qui, dès qu'elle l'eut prononcé, lui apporta une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. « Tu ne travailles plus dans cette entreprise, c'est effectif dès cet instant. » Stéphane se leva. « Mathilde, tu ne peux pas. »« Je peux et je le fais. Prépare tes affaires personnelles et pars aujourd'hui. Les détails juridiques seront réglés par avocat. » Stéphane resta là, avec l'expression de ceux qui ont fait un mauvais calcul, ni effrayé, ni repentant, juste déconcerté que la logique avec laquelle il menait ses affaires n'ait pas abouti comme il le pensait. « Tu n'étais pas la seule à savoir comment gérer cette boîte, » lança-t-il, et c'était une accusation qui voulait blesser. « Je sais, » répondit Mathilde, « mais j'étais la seule à en payer le prix. » Elle sortit du bureau, ferma la porte et alla à la fenêtre qui donnait sur le jardin qu'elle avait conçu. Le jardin était calme, ordonné et silencieux, comme il l'avait toujours été. Mathilde le fixa jusqu'à ce que son cœur cesse de battre aussi fort. Sylvie n'apprit pour Mathilde que le soir, quand sa fille aînée l'appela avec ce ton qui indiquait que la situation était sérieuse, mais sous contrôle. Sylvie écouta jusqu'au bout sans l'interrompre, ce qui était pour elle une compétence rare, car son instinct maternel la poussait toujours à intervenir avec une solution dès que le problème était énoncé. « Mathilde, j'arrive. »« Ce n'est pas nécessaire. »« J'arrive. »« Maman !» La voix de Mathilde était fatiguée mais stable. « C'est vraiment sous contrôle. J'avais besoin de te le dire. Pas que tu viennes. Je vais bien. » Sylvie marqua une pause. « Tu es seule ? » ?»« Oui, et ça me convient. Très bien. Mais appelle-moi au moindre besoin. »« Je le sais depuis toujours. » Elles raccrochèrent, et Sylvie resta debout au milieu de son salon avec ce sentiment propre aux mères qui ont élevé des filles fortes, ce mélange étrange de fierté et d'impuissance, car on a appris à l'enfant à marcher seul et on doit ensuite le regarder marcher seul, même quand on aimerait lui tendre la main. Elle regarda son téléphone. Elle avait un nouveau message d'Amélie. L'émission était montée, elle serait diffusée dans 2 jours. Le segment était excellent. Et elle avait un message de Léa, le premier en plusieurs semaines qui n'était pas monosyllabique. Sylvie lut ce message 3 fois, comme elle lisait toutes les choses importantes. Puis elle répondit. Elle s'assit dans son fauteuil près de la fenêtre et n'alluma ni la télévision ni la musique. Elle resta simplement dans le silence de son appartement qui était le sien et qui, lentement, sans qu'elle l'ait prévu, cessait d'être seulement un refuge pour devenir quelque chose qu'elle avait envie de partager. Elle ignorait ce que Léa lui dirait le lendemain. Mais elle savait, avec cette profonde certitude maternelle qui n'a rien à voir avec la logique ni les preuves, que cette fille, cette jeune femme à l'appareil photo, au sourire ironique et au cœur que Sylvie avait éduqué et qui portait sa propre bonté sous un déguisement, trouverait son chemin. Car à Léa Beaumont, quand elle décidait de regarder clair, le courage ne manquait pas. Il lui fallait juste un peu plus de temps pour s'apprivoiser avec ce qu'elle voyait. Léa arriva le samedi, à 3 heures de l'après-midi, avec son sac de matériel photo qu'elle laissa dans l'entrée et quelque chose sur le visage que Sylvie reconnut immédiatement, cette sorte d'épuisement qui ne vient pas du manque de sommeil, mais d'une lutte intérieure qui a enfin décidé de prendre fin. Elles s'assirent dans la cuisine. Sylvie mit l'eau à chauffer, Léa déballa le dossier de photos et le posa sur la table, entre elles, comme un objet auquel il fallait donner un nom. « C'est ce que j'avais, » dit Léa sans préambule. Sylvie regarda les photos. Julien, la femme, la petite fille. Elle ne dit rien tout de suite. « Je savais qu'elles existaient, » finit-elle par dire. « Julien m'en a parlé. » Léa leva les yeux. « Il t'en a parlé ?»« Oui. Il m'a dit que cette femme était la veuve de son meilleur ami et qu'il veillait sur elle et l'enfant. Il me l'a dit et il m'a confié combien il lui était difficile d'en parler parce qu'il avait perdu cet ami dans un accident au restaurant, un incendie alors qu'il essayait de l'aider. Que cette perte, il l'avait portée en lui pendant des années sans en parler à personne. » Léa fixa la photo de la petite fille. « La petite l'appelle parrain, » murmura-t-elle. « Je sais. » Le silence entre elles était différent de celui tendu du premier dîner au restaurant. Il était attentif. Comme le silence de 2 personnes s'efforçant d'être sincères sans se blesser. « Maman, j'étais... » Léa s'interrompit. Elle tritura le coin du dossier du bout des doigts, ce réflexe physique inconscient par lequel elle régulait ses émotions quand elle avait besoin d'un peu plus que ce qu'elle avait. J'étais persuadée de savoir qui il était, que mon histoire était claire depuis tout ce temps. Je le sais aussi. Et maintenant, cette histoire ne m'est plus aussi claire. Sylvie apporta le thé et s'assit face à sa fille. Elle ne parla pas immédiatement car elle savait que Léa n'avait pas fini. J'étais en colère, continua Léa, et cette colère m'était utile d'une certaine façon. Tant que tu es en colère,
Tu n'as pas à être vulnérable. Tu n'as pas à être triste. Tu n'as pas à te demander si tu as aussi fait une erreur là-dedans. En as-tu fait une? Léa regarda vers la fenêtre. Peut-être n'ai-je pas laissé la place à la discussion que je réclamais. Peut-être ai-je attendu qu'il vienne vers moi au lieu d'aller vers lui. Peut-être, elle rangea les photos et repoussa le dossier un peu plus loin. Peut-être ai-je fait de l'un des visages que j'ai vu toute une histoire sans vérifier chaque détail. Sylvie but son thé et attendit. « Maman, dit Léa maintenant avec un ton différent, plus proche, moins public, je ne sais pas comment te dire que tu es libre de faire ce que tu fais, parce que je ne suis pas sûr que ce soit à moi de le dire. Tu es ma mère, pas mon enfant, mais je veux te dire qu'il me faut plus de temps, que je suis encore en train de mettre de l'ordre en moi. Je comprends. Et que, Léa prit une inspiration, quand j'aurai mis de l'ordre, je voudrais probablement le voir. Pas autour d'un dîner, pas pour une cérémonie, juste une discussion, pour voir ce qui est réellement. » Sylvie tendit la main vers celle de sa fille et la serra brièvement, comme se serrent les mains qui ont grandi l'une à côté de l'autre et qui savent parler sans mettre sur la table chaque sentiment individuel. « Merci de me dire cela. Je ne t'ai pas dit que tout allait bien. Je sais. Mais tu m'as dit que tu étais là, et cela me suffit. » Léa resta jusqu'au soir. Elles parlèrent de Mathilde, des inspecteurs, de Stéphane, et Sylvie vit comment Léa écoutait avec cette attention de sœur cadette à qui il ne manque que le titre, car Léa avait toujours été celle qui suivait Mathilde du coin de l'œil, même si elle ne l'avouait jamais. « Elle a besoin de quelqu'un qui ne pose pas trop de questions, » dit Léa. « Je sais à qui tu penses. Tu l'as appelée? Tous les jours. Elle parlera quand elle sera prête. C'est Mathilde tout craché. » Léa rit doucement avec ce mélange d'admiration et de légère tristesse que l'on a pour les gens si forts, qu'ils souffrent parfois seuls parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Elle partit après le dîner, avec son sac photo et sans le dossier qu'elle laissa sur la table. Sylvie la regarda s'éloigner par la fenêtre et songea à la façon dont les filles grandissent, de manière qu'on ne planifie pas et qui nous surprennent autant qu'elles nous comblent. Sandrine Valois ignorait que tout cela se déroulait parallèlement à son propre plan. L'émission chez Amélie sortit le lundi, et c'était ce segment que Sandrine avait calé, un court aperçu des nouveaux produits, avec Amélie comme présentatrice et une jeune esthéticienne qui n'était pas de la clinique de Sylvie, mais qui en était assez proche pour que le public fasse le lien. Sylvie l'apprit quand Amélie appela le lundi matin, confuse et légèrement irritée. « Sylvie, ta collaboratrice a contacté mon équipe en disant que tu avais approuvé ce segment avec des produits que tu ne m'avais pas montrés. Je l'ai diffusé de bonne foi car je pensais que cela venait de votre clinique. Maintenant, une cliente m'écrit qu'elle a fait une réaction au produit. » Sylvie se tenait au milieu de son bureau et écoutait avec cette attention calme nécessaire pour ne rien dire de précipité. « Amélie, je n'ai pas approuvé ce segment. Toi et moi avons convenu de notre propre segment séparément. Ce que ta production a diffusé aujourd'hui n'est lié ni à moi ni à mon protocole. Je comprends. Mais ton nom est cité dans la documentation d'accompagnement que ta collaboratrice m'a fournie. Je te demande de me transférer cette documentation. Je te l'envoie tout de suite. » Sylvie ferma son bureau à clé, s'assit et attendit l'email. Quand il arriva, elle l'ouvrit avec la précision que l'on met à ouvrir un objet que l'on sait explosif. La documentation contenait une signature qui était censée être la sienne. Ce n'était pas la sienne. Quelqu'un l'avait imitée. Pas parfaitement, mais assez pour une vérification rapide. Sylvie imprima la documentation, la rangea avec les notes de Darija et les siennes, et ferma le dossier qui contenait désormais assez de matière pour ne plus être un simple soupçon. Le matin même, à la clinique, une patiente ayant fait une réaction au produit fut amenée par les services d'urgence avec une grave rougeur allergique au cou et au décolleté. C'était une femme d'une 50aine d'années, cliente régulière, qui avait acheté le produit via un canal de vente en ligne promu dans la campagne de Sandrine. Sylvie accueillit l'équipe de secours et resta auprès de la patiente jusqu'à ce que son état soit stabilisé. Elle n'était pas coupable de cette crème, mais la clinique était liée à son nom. Quand les secours furent repartis, Sylvie sortit dans le couloir. Sandrine était dans la salle d'attente, avec une expression indéchiffrable. « Sylvie, ce n'est pas nous, Sandrine. » Sylvie prononça cela avec la précision que l'on n'utilise pas en public, mais dans l'espace privé de deux partenaires qui ont cessé de l'être à l'instant où l'une a signé du nom de l'autre. Cette discussion, nous l'avons dans le bureau, maintenant. Le bureau était petit, blanc et silencieux. Sylvie ferma la porte et se posta derrière sa table. « Tu as utilisé ma signature. » Sandrine voulut dire quelque chose. « Pas maintenant. » Sylvie leva la main. « Je ne m'intéresse pas à la façon dont tu vas expliquer cela.
Je m'intéresse à ce que tu vas faire pour que cette femme qui a dû appeler les urgences n'ait pas l'impression que la clinique, celle qui l'a soignée pendant des années, est responsable de sa réaction. Et je m'intéresse à la façon dont tu vas expliquer à l'inspection, quand ils reviendront, et ils reviendront, la différence entre tes produits et les nôtres. Sandrine resta assise avec cette mine sévère qui consistait en fait à évaluer la situation et non à la résoudre. « J'ai un contact au service d'inspection », murmura-t-elle. Sylvie se figea. « Quoi ? La personne qui est venue ici la semaine dernière. Nous avons discuté. On peut s'arranger pour que le rapport soit plus clément. » C'était une phrase prononcée pour être une solution, mais qui sonnait comme un aveu de culpabilité. Sylvie fixa Sandrine longuement. « Tu lui as proposé quelque chose. J'ai discuté avec lui. »« Où ? Ici. »« Devant qui ?» Sandrine marqua un temps d'arrêt avec une première trace d'insécurité. Darija était dans le couloir. Sylvie ferma les yeux une seconde, puis elle les rouvrit. « Sandrine, j'ignore si cet homme était corruptible ou si c'était un test que tu viens de rater. Je sais que tu as fait cela dans les locaux de ma clinique, devant mon employé, et que je vais maintenant devoir vivre avec les conséquences de tes décisions pendant que je cherche des avocats et des mécanismes juridiques pour protéger ce que j'ai bâti pendant 25 ans. » Sandrine se leva. « Sylvie, nous avons bâti cela ensemble. Nous avons bâti, et tu as tout démonté avec une facilité qui me prouve que tu n'as pas regretté la construction autant que j'ai regretté la démolition. » Sandrine prit son sac à main. « Je vais appeler mon avocat. Et moi le mien. » Elle sortit, et Sylvie entendit ses pas dans le couloir, le bruit de la porte d'entrée, puis un silence différent de tous ceux qu'elle avait connus dans ce bureau. C'était le silence de la fin d'une étape nécessaire mais douloureuse. Darija frappa à la porte. « Madame Beaumont, entre. Je ne suis pas sûre, commença la jeune fille avec un visage inquiet mais résolu. J'ai entendu la conversation entre Madame Valois et l'inspecteur la semaine dernière. Ce n'était pas long, mais j'ai entendu qu'elle proposait quelque chose qui ne faisait pas partie du protocole d'inspection. Te l'a-t-elle dit directement ou as-tu entendu ? J'ai entendu une partie. Le reste, je l'ai déduit du ton. Est-il possible que tu rédiges un témoignage sur ce que tu as vu et entendu ? Darija hocha la tête gravement. C'est possible. Je te remercie, Darija, énormément. La jeune fille sortit et Sylvie resta seule dans ce bureau qui était le sien dans tous les sens, sauf administratif, car administrativement il appartenait encore aussi à Sandrine. Mais cela allait changer. Elle appela l'avocat qu'elle consultait pour les affaires courantes depuis des années. Un homme calme, qui parlait lentement et ne l'encourageait jamais à la dramatisation. « J'ai besoin de votre aide pour protéger la clinique. Et pour voir ce qu'on peut faire avec la structure de propriété si mon associé est mis en cause dans une procédure d'inspection ou pénale. » L'avocat écouta et lui demanda de passer le lendemain. Sylvie raccrocha. Elle se regarda dans le petit miroir accroché au mur du bureau, celui qu'elle utilisait pour vérifier son apparence entre deux rendez-vous. Le visage qui lui rendait son regard était le sien. 52 ans et toutes ces petites ridules qui racontaient chacune une histoire, chaque visage qu'elle avait croisé à la clinique et chaque rêve qui s'était réalisé ou non. Elle était fatiguée. Mais elle était aussi autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas toujours été. Elle était en colère, d'une colère saine et productive qui ne cherchait pas une victime, mais une direction. Elle appela Mathilde. « Mathilde, j'ai quelque chose que tu dois savoir, et j'ai besoin de ton avis. Je t'écoute. » Sylvie raconta tout. Sandrine, le document à la signature imitée, la patiente, la proposition à l'inspecteur, le témoignage de Darija. Mathilde écouta sans une seule interruption, avec cette attention qui était sa façon de recevoir les informations graves. « As-tu tout par écrit ? » ?»« Oui. »« Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Avocat, inspection, plainte pour faux. Dans cet ordre. »« Oui, j'ai juste peur de ce que Sandrine pourrait faire si elle tente de provoquer un scandale dans la presse. »« Maman !» La voix de Mathilde était plate, mais avec cette chaleur cachée derrière chaque mot. « Tu as bâti ta réputation pendant 25 ans. Ça ne s'effondre pas avec une interview de Sandrine, surtout quand tu as les preuves. » Sylvie souffla. « Tu as raison. J'ai toujours raison. Mathilde. » « Je plaisante, mais pas tant que ça. » Sylvie rit, pour la première fois de la journée. Et ce rire fut bref, fatigué et tout à fait vrai. « Merci. Appelle-moi demain après ton rendez-vous chez l'avocat. Je n'y manquerai pas. » Elle raccrocha et regarda par la fenêtre. Annecy était sous les nuages, calme,
avec ce ciel gris qui n'annonce rien de dramatique, juste une suite, un nouveau jour qui serait difficile mais qui finirait par passer. Sylvie Beaumont prit son carnet et commença à écrire. Elle nota tout ce qui lui était arrivé ces dernières semaines, non pas comme un journal intime, mais comme une liste de faits nécessaires pour quelqu'un devant les comprendre d'un point de vue extérieur. Elle écrivit avec soin et précision, avec les dates et les noms, sans dramatiser mais sans minimiser non plus. Quand elle eut fini, elle rangea le carnet dans son sac à côté du dossier pour l'avocat. Demain serait difficile, mais demain existerait. Et Sylvie l'avait appris depuis longtemps, parfois la seule étape qui compte. Thomas Scherseg était un violoniste qui ne se portait pas comme tel. Il n'avait pas cet air éthéré ou abstrait que Léa imaginait pour ce métier. Il n'était ni trop intellectuel, ni vêtu d'une façon qui dirait que son corps n'était qu'une demeure temporaire pour son esprit. C'était une personne concrète et étonnamment présente, avec des mains aussi capables de monter un meuble que de jouer du Bartók, et avec cette façon de regarder qui touchait les gens un peu plus qu'ils ne s'y attendaient. Il avait vu Léa pour la première fois lors d'une de ses expositions dans une galerie de la ville. Une petite exposition collective de jeunes photographes qu'Annecy organisait chaque automne, avec les clichés de Léa occupant une partie de l'espace, et l'un d'eux en particulier l'avait arrêté. Le portrait d'une femme âgée marchant vers le marché, un panier à la main et un regard qui portait bien au-delà du cadre. La photo était techniquement parfaite, mais sa force ne venait pas de la composition. Elle venait du fait qu'il fallait porter un amour singulier à son sujet pour le capturer avec autant de dignité. Il avait trouvé le profil de Léa le soir même. Il avait parcouru des dizaines de pages de photographes avant de tomber sur la sienne. Il l'avait trouvée et avait laissé un commentaire sous la photo qu'il avait marquée. Léa avait ignoré le commentaire. Il en écrivit un deuxième. Elle ignora aussi le deuxième. Le troisième fut écrit une semaine plus tard sous une autre photo et il y expliquait exactement pourquoi ce cliché lui semblait meilleur que le précédent et pour quelle raison. Léa lui répondit brièvement « Merci ». Thomas prit cela pour un début. Ils continuèrent à échanger des commentaires pendant 3 semaines, puis Léa publia la photo d'un détail de fenêtre sous la pluie et Thomas écrivit que cela lui rappelait un passage d'un quatuor à cordes de Bartók où le violon fait la même chose avec le silence. Il l'emplit de gouttes de notes. Léa lui répondit par quelque chose de plus long qu'un simple merci. C'est ainsi que tout commença. Ils ne se virent pas tout de suite en personne. Ils discutèrent en ligne pendant des semaines, de musique et de photographie, de la façon dont les deux médias travaillent le temps différemment, d'Annecy qui était trop petite pour certaines choses et bien assez grande pour d'autres. Thomas était originaire de Chambéry mais travaillait à Annecy depuis 1 an, employé à l'école de musique et occasionnellement dans l'orchestre régional qui jouait lors de diverses manifestations locales. Quand ils se rencontrèrent enfin, ce fut pour un café près du Jardin de l'Europe, convenu avec cette informalité qui voulait dire que ce n'était pas un rendez-vous galant, mais la suite d'une conversation dans un autre média. Léa arriva avec son appareil photo, comme toujours. Thomas arriva sans son instrument car c'était la seule façon de venir sans que la situation ressemble à une performance. Le café dura 3 heures. Léa rentra chez elle avec ce sentiment inconfortable qui survient quand quelqu'un ne remplit pas vos pires prédictions à son sujet. Elle s'était préparée à ce que Thomas soit trop enthousiaste, soit désespérément ennuyeux, et il n'était ni l'un ni l'autre. Il était simplement intéressé par ce qu'elle disait avec cette rare qualité d'attention qui ne cherche pas à impressionner, mais qui est réellement là. Cela la troubla d'une façon qui ne lui déplaisait pas. Mais Léa avait l'habitude d'être prudente envers tout ce qui ne lui déplaisait pas, car la beauté sans malaise était, dans sa philosophie de la photographie et de la vie, toujours porteuse d'un piège. Thomas l'appela le lendemain pour lui proposer d'aller à un concert à Chambéry le week-end suivant. Léa dit qu'elle devait vérifier son planning. Le planning n'était pas le problème. Le problème était qu'elle voulait un peu plus de temps entre le café et le week-end, pas à cause de lui, mais à cause de sa propre décision. Elle alla au concert. C'était un concert de musique de chambre intimiste, dans une salle de Chambéry. Peu de place, une acoustique qui s'était bonifiée avec les années, et Thomas au premier violon, avec cette présence totale qui était bien différente de ce que Léa connaissait de sa communication quotidienne avec lui. Quand il jouait, il était entièrement dans la musique, sans pour autant perdre le contact avec le public. Et Léa vit, à travers l'objectif qu'elle avait mis dans son sac, mais qu'elle finit par sortir, que c'était le même homme qu'au café, mais dans une autre langue. Elle le photographia depuis un coin de la salle. Elle ne lui dit pas. Elle lui montra les photos une semaine plus tard, sans préambule,
avec cette pointe de timidité qui, chez Léa, ressemblait toujours à de l'audace parce qu'elle se cachait derrière l'appareil. Tomáš regarda les photos longuement. « Elles sont vraiment très bonnes, dit-il. Je sais. Tu ne m'as pas dit que tu allais filmer. Tu n'étais pas là pour que je te le dise. » Il la regarda avec ce coin de sourire qui avait l'habitude d'attirer le regard de Léa, même quand elle l'évitait délibérément. « On peut refaire ça? Mais cette fois, j'aimerais être au courant. »« Peut-être. Peut-être veut dire oui. Peut-être veut dire peut-être. » C'était un jeu qui leur allait bien à tous les deux, car il était sincère dans sa progression non préparée. Ni l'un ni l'autre ne voulait presser ce qui se développait à son propre rythme, et ce rythme était, Léa devait se l'avouer, plus agréable que n'importe quel tempo de son passé. Le problème était Julien, pas Julien lui-même. Léa commençait à comprendre que Julien n'était ni un méchant, ni un être parfait, mais un homme à qui elle avait donné moins qu'elle ne demandait en retour, et qui lui avait donné moins qu'elle ne méritait, et que c'était simplement une relation déséquilibrée qui s'était brisée là où elle était fragile. Mais tant qu'elle n'en avait pas fini avec cette partie non résolue, tant qu'elle n'avait pas eu la discussion qu'elle avait promis à Tomáš d'avoir, non pas à lui, car elle ne lui avait rien promis, mais elle savait qu'elle en avait besoin, elle ne pouvait pas se tourner totalement vers une nouvelle page. Tomáš l'intuitionna sans qu'elle ait besoin de parler. Il avait ce don que Léa appréciait et qui l'irritait parfois. Savoir où se trouve l'espace sans demander où il est. « Tu as quelque chose à terminer, lui dit-il simplement un soir, alors qu'il marchait près du lac. « Oui. Prends le temps qu'il te faut. Ce ne sera pas long. Ce n'est pas une question de durée. J'ai dit, prends le temps qu'il te faut. » Léa le regarda. « Tu connais Bach ?» demanda-t-elle, sans raison apparente dans la conversation, mais avec une raison claire dans son esprit. « Je le connais. Très bien. Je ne te pardonne pas ça. » Tomáš rit, d'un rire sincère, surpris, sans pause. « Bach n'est pas coupable de tes problèmes avec lui. Peu importe, je te promets que je ne te jouerai pas de Bach. Jamais? Jamais sans préavis et consentement écrit. » Léa rit malgré elle, d'un rire bref et involontaire, et ce rire resta dans l'air entre eux comme quelque chose d'inattendu mais de bien réel. Le lendemain, Léa appela Julien. Elle ne lui demanda pas une longue discussion. Elle ne l'invita pas à dîner ni à une rencontre avec sa mère. Elle lui demanda s'il pouvait la recevoir au restaurant 10 minutes, 1 heure avant l'ouverture, juste eux deux, juste pour parler. Julien accepta. Le restaurant Morel était dans le silence de la matinée. Les tables étaient redressées, la musique éteinte, l'odeur de la cuisine présente mais non envahissante, ces traces douces et agréables qui restent dans une pièce où l'on travaille quotidiennement des produits frais. Julien était assis au bar avec un café devant lui. Léa s'assit face à lui, sans son sac photo, les mains libres sur le comptoir. Un détail important pour elle, car porter son appareil était sa façon de rester protégée. Aujourd'hui, elle ne l'était pas. « Merci de me recevoir, dit-elle. Ce n'était pas une faveur. »« Je sais. » Elle regarda la surface du comptoir, puis lui. « J'ai quelque chose que j'aurais dû dire bien plus tôt. Peut-être bien plus tôt. Je n'ai pas été juste envers toi cette nuit-là. Je n'ai pas laissé de place à la discussion parce que j'étais persuadé de savoir ce qui s'était passé, et cette certitude m'était plus confortable que l'incertitude. » Julien l'écoutait sans corriger ni confirmer. « Je ne t'ai pas posé de questions. Je t'ai dit ce que je pensais et j'ai fermé la porte. Et ce fut la fin. » Léa prit une inspiration. « Je ne dis pas que tu étais sans reproche. Je dis que je n'étais pas sans reproche non plus. Et que je regrette la part qui était la mienne. » Julien posa sa tasse. « Je le regrette aussi, dit-il, sans drame, simplement. Je ne me suis pas assez battu quand tu m'as laissé le moins d'espace. J'ai cru que je devais te laisser respirer, mais tu n'avais pas besoin d'air. Tu avais besoin de quelqu'un qui n'abandonne pas à la première porte close. » Léa entendit cela et ne dit rien tout de suite. « Tu es au courant pour Bérénice et Léna, dit-il. »« Oui, ce n'était pas un secret. Je n'en parlais juste pas parce que c'était difficile pour moi. » Julien marqua cette courte pause, contrôlée par laquelle on retient les choses qui font mal si on les ouvre trop largement. « J'ai perdu mon ami dans cet accident. J'étais là. J'ai aidé autant que possible, mais ce n'était pas assez. Veiller sur sa famille est la seule chose qu'il me reste qui ait du sens. » Léa le fixa. « Pourquoi n'en as-tu jamais parlé ? Parce que la douleur n'est pas un trophée. Je ne voulais pas que cela ressemble à une demande de compréhension à travers la tragédie d'un autre. » Léa accueillit cela en silence. « Il te dirait que tu es trop coincé, » finit-elle par dire, avec cette ironie sèche qui était son signe d'ouverture. Julien sourit.
il le dirait. La discussion dura encore une demi-heure. Non dans le drame ni dans les résolutions, mais dans ce lent et nécessaire repositionnement de deux personnes qui devaient réajuster l'image qu'elles avaient l'une de l'autre pour savoir comment avancer. À la fin, Léa se leva et mit son manteau. « Ma mère t'aime, dit-elle. Je sais, et je le vois. Je ne dis pas que c'est facile pour moi, mais je le vois. » Julien hocha la tête. « Cela me suffit. » Léa sortit dans la fraîcheur du matin d'Annecy et ressentit ce soulagement lourd et pur qui survient quand on porte quelque chose depuis trop longtemps et qu'on accepte enfin de le déposer, non pour oublier, mais pour le poser, afin d'avoir les mains libres pour ce qui vient. Elle appela Thomas sur le chemin du retour. « Je suis libre, dit-elle. » Courte pause au téléphone. « Libre pourquoi ? Pour tout ce que tu m'as dit de prendre autant que j'en avais besoin. » « Je comprends. L'offre est-elle toujours sur la table ? » L'offre n'a jamais été sur la table. Elle était dans ma poche, je la gardais précieusement. Léa s'arrêta au coin de la rue, le téléphone à l'oreille, avec un sentiment qui n'était ni du soulagement, ni du bonheur, ni de l'excitation, mais un peu de tout cela à la fois, ce sentiment désordonné et réel, qui ne survient que lorsque quelque chose n'est pas un plan, mais un événement. « Je viens demain à ta répétition, dit-elle. Avec l'appareil photo ? Toujours. D'accord, mais seulement si tu promets de me photographier aussi quand je rate mon mi aigu. Surtout là. » Elle raccrocha et continua de marcher vers chez elle, avec des pas qui, pour la première fois depuis longtemps, avaient une direction qui était la sienne et ne fuyaient rien ni ne cherchaient à prouver quoi que ce soit. Juste avancer, juste vers ce qu'elle choisissait. Ce jour-là, à l'autre bout d'Annecy, Mathilde Beaumont était assise dans son bureau et regardait un projet clos à l'écran. Le conseiller municipal, M. Jallet, l'avait appelé l'après-midi, pour la 3e fois depuis la visite de la police. Et cette fois, il n'était pas seulement un client. « Mathilde, les comptes sont débloqués. L'enquête a confirmé que vous n'aviez aucune connaissance des transactions frauduleuses. La conclusion formelle arrive par courrier, mais je peux vous dire dès maintenant que votre société est hors de cause. » Mathilde reçut la nouvelle avec cette stabilité intérieure qui ne signifie pas que l'événement ne vous a pas touché, mais que vous étiez debout quand il est arrivé. Je vous remercie pour l'information. Mathilde, Jalette marqua une pause soigneusement pesée qui était plus qu'une simple pause. J'ai suivi cela depuis le début. Pas seulement en tant que client. Et je dois dire que la façon dont vous avez géré cette situation, la documentation, la transparence envers l'enquête, la protection de l'intégrité de l'entreprise, a été impressionnante. Je n'ai fait que ce qu'il fallait. C'est vrai, mais peu le font de cette façon quand la pression est personnelle. Je tenais à vous le dire. Mathilde ferma les yeux une seconde. Merci. Ce n'était pas de la gratitude pour le compliment. C'était de la gratitude pour quelque chose d'un peu différent. Pour le fait que quelqu'un avait vu et l'avait dit, sans qu'elle le demande. Jalette annonça que le projet serait débloqué la semaine suivante et qu'il se réjouissait de la poursuite de leur collaboration. Il raccrocha. Mathilde resta à son bureau, regardant le jardin qui était calme et ne lui demandait rien. Stéphane était hors du bureau depuis une semaine déjà. Les avocats communiquaient. Mathilde était sereine avec la clarté d'une femme qui savait depuis longtemps qu'elle devait tracer cette limite. Elle ignorait juste que ce serait si tôt et si indiscutable. Elle ne regrettait rien. Elle regrettait une année et quelques petites choses heureuses qui avaient été réelles en leur temps et qui avaient pris fin. Mais Stéphane, le Stéphane qu'elle pensait connaître, elle ne l'avait jamais vraiment eu. Elle n'avait donc rien à regretter, sinon une illusion. Et les illusions, Mathilde l'avait appris depuis longtemps par son travail de conception, ne doivent pas être regrettées. Elles doivent être dessinées exactement comme elles sont, puis adaptées à la réalité. Elle ouvrit un nouveau projet à l'écran et commença à tracer des lignes. Le printemps arriva sur Annecy avec cette discrétion propre à la Haute-Savoie, non pas d'un coup, non avec fracas, mais lentement et avec ténacité, avec ces premiers jours qui ressemblent à l'hiver qui a changé d'avis et qui ne deviennent que plus tard quelque chose de nouveau. Les arbres des parcs commencèrent à laisser poindre les premiers bourgeons, et l'air matinal avait cette légèreté spécifique qui dit que la partie difficile est passée et que ce qui vient, quoi que ce soit, arrive avec plus de lumière. Sylvie était assise dans son bureau à la clinique et regardait par la fenêtre, un café à la main, avec cette paix de l'heure matinale qui n'a pas encore posé ses exigences. L'Institut de beauté Sylvie était à elle, entièrement, totalement, sans partage ni compromis. L'avocat avait réglé les papiers dans un délai plus court qu'elle ne l'espérait,
car la position de Sandrine, une fois la procédure d'inspection menée à son terme et le témoignage de Darija versé au dossier, était devenue si précaire que Sandrine elle-même avait décidé de se retirer de la structure de propriété, moyennant un rachat de ses parts. Elle n'avait été condamnée pour rien. Il n'avait même pas été nécessaire d'aller jusqu'à la plainte pénale, car l'avocat de Sylvie avait réussi à tout régler au niveau administratif et civil, sous condition de retrait et d'indemnisation. Mais elle était assez compromise pour ne plus pouvoir être présente dans une affaire qui portait le nom de Sylvie. Julien avait racheté les parts de Sandrine. Sylvie ne l'avait pas demandé. Julien l'avait annoncé un soir, calmement et sans cérémonie, comme un homme parlant d'une décision prise et non d'un geste qu'il prévoyait. « J'ai les fonds. L'avocat m'a dit que c'était possible. La clinique est ton affaire, Sylvie, ta chose entière. J'aimerais qu'il en reste ainsi. » Sylvie le fixa longuement. « C'est beaucoup. Je sais. Pourquoi ?» Julien s'arrêta une seconde, avec cette expression de celui qui marque une pause non par hésitation, mais pour chercher le mot juste. « Parce que je t'ai vu dans ce restaurant avec le critique, et j'ai su que tu avais trouvé quelque chose que tu avais toujours eu, mais que tu ne t'autorisais pas. Et parce que quelqu'un qui a trouvé ce qu'il a toujours eu mérite de le posséder en entier, sans fissure. » Sylvie ne dit rien immédiatement. « J'accepte, » finit-elle par dire, doucement et fermement. « Je sais, » répondit-il avec un sourire assuré mais non triomphant. C'était en février, et depuis, la clinique avait une nouvelle sensation d'espace, non pas physiquement plus grande, mais plus fluide, comme lorsqu'on retire un meuble qui a toujours été mal placé, et qu'on réalise que tout ce côté était disponible, juste encombré. L'émission chez Amélie, celle de Sylvie, avait été diffusée 7 fois jusqu'au printemps, et chaque segment recevait de plus en plus de commentaires et de nouveaux abonnés. Amélie suivait cela avec la satisfaction d'une professionnelle ayant reconnu une valeur au bon moment, et Sylvie avec ce sentiment étrange et mêlé de la personne publique, apprenant qu'elle peut l'être sans cesser d'être privée. Elle parlait du soin comme d'un acte d'amour envers soi-même, de la façon dont la beauté n'est pas un but, mais un état, de la façon dont la peau garde en mémoire la fatigue, comme tout ce que l'on porte de trop lourd, du fait qu'il n'existe aucune crème remplaçant le sommeil, aucun soin remplaçant une alimentation qui a du sens, aucune consultation remplaçant un médecin qui dit la vérité. Le public envoyait des messages. Sylvie les lisait et les racontait à Julien le soir, et il l'écoutait avec cette attention qui n'était pas de la politesse mais un intérêt réel, l'attention d'un homme captivé par ce que dit la personne à ses côtés. Un dimanche d'avril, Sylvie organisa une petite fête pour l'anniversaire de la clinique. Ce ne fut pas une grande soirée de gala. Ce fut une célébration l'après-midi dans la cour de l'immeuble, avec des nappes blanches sur des tables installées sous un vieux noyer que Sylvie comptait tailler depuis des années, mais n'avait jamais fait. Darija apporta un gâteau au romarin et au miel qu'elle avait confectionné elle-même. Les jeunes collègues apportèrent des fleurs. Mathilde arriva à 2h30, avec son grand sac et ce visage frais et serein qui était nouveau chez elle depuis le printemps, non pas plus décontracté, mais plus libre, comme le visage de quelqu'un ayant retiré un poids porté trop longtemps et dont l'absence est étrange mais agréable. Monsieur Jalette était là. Non comme client, non comme invité attendu, mais comme un homme ayant des raisons d'être là et se l'étant autorisé. Il était assis près de Mathilde, avec cette attention qui n'était pas déclarative et qui, précisément par son silence, était visible pour quiconque savait regarder. Mathilde recevait cela avec cette dignité prudente d'une femme n'ayant l'intention de presser aucune nouvelle chose dans sa vie, mais n'ayant pas non plus l'intention d'être aveugle à ce qui lui était clair. Léa arriva la dernière, son appareil photo en bandoulière et accompagnée de Tomasz, qui marchait à ses côtés les mains dans les poches, avec l'expression d'un homme parfaitement calme dans une situation nouvelle, mais certain de vouloir être là. Sylvie le vit pour la première fois en personne. Ce fut ce genre de vérification que les mères effectuent dans les 30 premières secondes, non consciemment, non selon une liste, mais instinctivement, comme un scan qui ne cherche pas de preuves, mais une impression. L'impression fut bonne, pas parfaite, pas sans aspérité, mais bonne, présente et sincèrement intéressée par Léa d'une façon claire, même sans parole. Léa le présenta brièvement, avec cette rapidité avec laquelle on présente quelque chose dont on est sûr, mais dont on ne veut pas trop parler tant que cela ne s'est pas montré de soi-même. « Voici Tomasz. »« Enchanté, » dit Sylvie. « Moi de même, » répondit-il, en tendant la main avec une aisance qui n'était ni molle ni rigide. Elle était juste présente. Léa l'entraîna vers la table
et Sylvie les regarda de côté, son café à la main, avec cette paix étrange qui survient quand on s'est longtemps inquiété pour quelqu'un et qu'on voit enfin que cette personne prend soin d'elle-même. Julien resta près d'elle jusqu'à la fin de l'après-midi. Il n'était pas bruyamment présent. Il n'était pas le genre d'homme à occuper l'espace par des déclarations et des gestes réclamant l'attention. Il était celui qui se tenait près d'elle pendant qu'elle discutait avec ses collègues, qui remarquait quand il lui restait une demi-tasse de thé froid et la remplaçait discrètement par une nouvelle, sans interrompre la conversation. Celui qui voyait quand Darija manquait de renverser un gâteau et rattrapait spontanément l'assiette du côté où Sylvie ne pouvait l'atteindre. Celui qui, lorsqu'un passant solitaire avec son chien s'arrêtait devant la cour en voyant la fête, l'invitait à entrer avec cette facilité d'un hôte, ne divisant pas le monde entre invités et non-invités. Sylvie l'observait dans ces instants et songeait à ce que signifie être aimé de façon silencieuse, non pas celle qui se proclame, mais celle qui se vit, dans toutes ces petites présences que personne ne remarquerait, sauf la personne ayant appris que c'était précisément ces présences qui lui avaient manqué. Le soir, quand les invités furent partis et qu'il ne resta que les 3 femmes et ces 2 hommes faisant partie d'une nouvelle image que Sylvie ne savait pas encore totalement décrire, ils s'assirent en cercle autour de la table, restée couverte des reliefs, des plats, des verres et des fleurs. Mathilde servit du vin. Léa avait son appareil à la main, mais ne filmait pas. Elle le tenait simplement, comme on tient les choses que l'on aime et dont on n'a pas besoin à chaque instant. Monsieur Jallet raconta une anecdote sur un projet à Chambéry qui le fit rire, et Mathilde l'écouta avec un sourire en coin qui était nouveau dans sa collection d'expressions. Non pas ironique, ni mesuré, juste ouvert. Thomas murmura quelque chose à Léa. Elle lui répondit tout bas, et tous 2 rirent doucement de cette façon intime et sans prétention propre à ceux qui commencent à avoir leur propre langage. Sylvie observait tout cela. Elle avait un verre de vin à la main, et cette sorte de silence particulier en elle qui n'était pas du vide, mais de la plénitude, quand il n'y a rien qui manque assez fort pour vous distraire de ce qui est. « Maman, dit Léa, avec ce ton qui portait quelque chose en dessous. « Oui, tu as un sourire magnifique. » Sylvie regarda sa fille. « C'est la première fois que tu me dis ça depuis tes 8 ans. Je ne l'avais pas vu depuis assez longtemps. » Sylvie rit. Ce rire franc et large qui arrivait toujours sans prévenir et qui, chaque fois, la surprenait un peu par sa liberté. « Les filles ne pleurent pas, dit-elle, reprenant cette formule qui était son talisman depuis qu'elles étaient petites. Mathilde leva les yeux, Léa sourit. « Maman, tu pleures. C'est tout à fait autre chose. »« Quoi donc ?»« C'est... » Sylvie prit une inspiration. « C'est de la fierté. C'est comme ça que je pleure, la fierté. » Mathilde laissa échapper un petit rire, bref et sincèrement émue. Léa leva son appareil photo. Elle ne dit rien. Elle ne prévint pas. Elle saisit juste l'instant. Sylvie avec son verre de vin, les coins des yeux humides et un sourire qui était le sien, complet, sans couche protectrice, sans l'armature de l'élégance et sans rien de ce qu'elle avait utilisé pendant des années pour se cacher derrière son travail et les rôles qu'elle savait jouer. Juste une femme à table dans une cour, entourée de ses filles, de fleurs et de la chaleur d'une soirée de printemps, avec un homme à ses côtés qui savait se taire de la bonne façon. La photo était parfaite. Léa le sut dès l'instant du déclenchement. Elle n'eut même pas besoin de regarder l'écran. Julien se leva peu après pour aller chercher dans la petite cuisine des fruits coupés qu'il avait préparés à l'avance et qui attendaient au frais depuis l'après-midi. L'un de ces détails que personne n'avait demandé ni remarqué, mais qui, lorsqu'ils apparaissaient, semblaient exactement ce que toutes les bonnes choses doivent être, comme si elles avaient toujours été là. Sylvie le regarda revenir avec le plat. « Quand vas-tu me poser la question ?» demanda-t-elle tout bas, rien que pour lui. Julien posa le plat sur la table et la regarda avec ce sourire qu'elle connaissait désormais assez bien pour en reconnaître chaque nuance. « Tu penses que j'attends le bon moment ?»« Je le pense. Et es-tu sûr que ce n'était pas la semaine dernière, lors d'un dîner rien que nous 2 dans la cuisine pendant que tu remuais la soupe ?» Sylvie ouvrit la bouche. « Tu n'as pas... » Je n'ai pas posé la question avec des mots. Sylvie s'arrêta, et elle se souvint. Elle se souvint de cette soirée ordinaire de la semaine, de la soupe, de la cuisine qui sentait l'oignon et le thym, et de Julien qui se tenait près d'elle, ne disant rien de spécial, mais la regardant avec cette expression qui n'était pas nouvelle, mais qui, ce soir-là, avait quelque chose de définitif, de calme et de sûr. « Tu me l'as demandé du regard, » murmura-t-elle. « Oui, et j'ai... » Tu as répondu par un sourire. Sylvie le fixa. « Et maintenant, tu le demandes avec des mots. »
Maintenant, je le demande avec des mots. À table, Mathilde, Léa, Thomas et M. Jallet ne s'étaient pas arrêtés de discuter. Mais Léa leva les yeux et vit le visage de sa mère à l'instant où Julien disait quelque chose à voix basse, et elle sut, sans avoir entendu, sans être proche, que cette discussion était de celle dont on se souvient. Sylvie dit oui. Ce ne fut pas une cérémonie spéciale, ni un genou à terre, ni une émotion tonitruante. Ce fut une discussion à table dans une cour, à mi-voix, avec des fruits, du vin et le son d'Annecy en soirée en arrière-plan. Mais c'était réel, et c'était à elle. Léa photographia le crépuscule au-dessus de la cour et ne dit rien avant d'être sûre que sa voix était stable. « Maman. » Sylvie se retourna. « Félicitations. » Sylvie se leva, s'approcha de sa cadette et l'enlaça fermement sans prévenir, comme elle l'enlaçait seulement quand elle savait que sa fille en avait besoin ou quand elle-même en avait besoin. Et cette fois, elle n'était pas sûre de laquelle des deux en avait le plus besoin. Peut-être les deux. Mathilde les rejoignit silencieusement, d'un côté, comme elle le faisait toujours, sans grand geste, juste par une présence solide, chaude et tout à fait suffisante. 3 femmes, du même sang, de mondes différents, avec cette même connaissance silencieuse qui ne se transmet pas par les mots, mais par le toucher et la durée. Qu'il existe un amour qui survit à la pire année, au pire dîner, et à chaque peur que l'on a portée seule trop longtemps. Que les familles dignes de ce nom ne tiennent pas parce qu'elles sont sans problème. Elles tiennent parce qu'elles ne renoncent pas l'une à l'autre, même quand le problème est au plus fort. « Les filles ne pleurent pas, » dit Sylvie dans leur étreinte, la gorge un peu serrée. Mathilde sourit. Léa serra plus fort. « On pleure, » dit Léa. « Et tout va bien. » Le soleil se couchait derrière les toits de la vieille rue et teignait le ciel de ces nuances chaudes et éclatantes qui étaient toujours un peu trop belles et qu'on ne pouvait ni photographier ni décrire correctement, qui étaient juste là, éphémères, réelles, dans l'instant où on les regardait sans penser à rien d'autre. Sylvie Beaumont, 52 ans, propriétaire unique de la clinique portant son nom de plein droit, fiancée d'un homme ayant appris à être présent comme elle en avait besoin, mère de 2 femmes ayant trouvé leur chemin à travers leurs propres tempêtes, avec cette beauté têtue qui lui était chère et parfois effrayante, cette femme se tenait dans l'étreinte de ses filles, regardant le dernier soleil du printemps tomber sur la cour de sa clinique, et n'avait pas une seule pensée pour ce qui manquait. Juste cela, juste maintenant, juste assez. Chers amis qui avez suivi cette histoire jusqu'au dernier mot, merci. Merci d'être restés aux côtés de Sylvie pendant qu'elle retrouvait le chemin vers elle-même. Aux côtés de Mathilde, alors qu'elle traversait la tempête le dos droit. Aux côtés de Léa quand elle a enfin posé son appareil pour regarder de ses propres yeux. Ces 3 femmes font partie de vous maintenant, comme vous avez fait partie de chaque scène où elles ont choisi d'être courageuses. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire avec le nom de votre ville. Nous aimons savoir jusqu'où voyagent ces émotions, savoir que nous ne sommes pas seuls. Abonnez-vous à la chaîne car chaque jour, nous apportons une nouvelle histoire qui mérite d'être racontée. Et laissez un j'aime. Chaque clic nous dit que ces récits valent la peine d'être partagés. On se retrouve dans la prochaine histoire. Elle vous attend.